Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la consultation sportive. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité en la personne de Christopher Dilo. C'est un gardien âgé de 30 ans qui joue actuellement à l'AS Arta Solar à Djibouti. On espère que son parcours et son histoire vous intéresseront et on vous souhaite un Un bon bon visionnage. visionnage. Bienvenue à toi, Christopher Dilo, gardien de but de 30 ans qui évolue actuellement à l'AS Arta Solar à Djibouti. Donc, première question, la classique. Peux-tu te présenter? D'où tu viens? Où as-tu commencé le foot? Si tu avais des idoles, des modèles? Alors, ben déjà, c'est un plaisir d'être avec vous. Déjà, c'est un Bien plaisir d'être partagé. avec vous et futur grand journaliste, j'espère. On espère. Et sinon, ouais, moi, Christopher Dilo, je suis né le 5 janvier 94. Donc là, je viens d'avoir 30. J'ai commencé à Montigny, de Cormeilles, dans le 95. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Vers Sarcelles, Ouais, non? voilà, c'est à côté. J'ai commencé là-bas. Après, je suis parti au PSG à 9 ans. De 9 ans à 15 ans. 9 ans, je me remémore, du coup, ça fait longtemps. C'est ça. Ouais, de 9 ans à 15 ans, après un tournoi à Montigny où on joue contre le PSG, euh, on- de 9 ans à 15 ans, on fait un tournoi où il y a le PSG, on les bat en demi-finale, on gagne au penalty, j'en sors 3. Et Hmm. c'est de là où ils m'appellent, ils me disent qu'on veut que tu viennes chez nous, etc., etc. Et cetera. Et c'est de là que je signe au PSG. Et du coup, au PSG, après ça, je continue ma carrière, je rentre en centre de formation. Et après, on va dire que l'école, c'était pas trop ça à ce moment-là. C'était pas trop ça l'école à ce moment-là, entre les bêtises, les trucs. Donc, du coup, au PSG, ils me proposaient de plus aller à l'école là-bas, mais Hmm. de continuer à m'entraîner avec eux. Mais tu sais, au PSG, quand tu es en centre de formation, le calendrier, il est fait exprès, c'est-à-dire qu'on a l'école de 8h à 15h après en entraînement. Et donc, du coup, si je retournais au collège à côté de chez moi, bah, des fois, tu finis à 18h, des fois 17h, donc j'aurais pas pu, ça allait être compliqué. Et donc, du coup, c'est là où un agent vient me voir en match. Je me rappelle, on jouait contre Amiens. Et il me dit qu'il y a une opportunité en Angleterre, si je veux y aller. Et donc, du coup, c'est de là où je signe en Angleterre. Je signe 4 ans pro directement. Donc, en plus, c'était pro à l'époque. Au PSG, vers ces âges-là, c'est encore stagiaire ou aspirant, tu vois. Et donc, du coup, je décide d'aller en Angleterre. Ok. Du coup, juste avant de reparler, on va reparler vite fait de ton passage au PSG. Juste, est-ce que tu avais, quand tu étais petit ou même toujours maintenant, des idoles ou des modèles dans le foot? Bah, au PSG, déjà, plus petit, pour te dire la vérité, quand je commence à Montigny, je voulais pas faire gardien de but. Hmm. Je voulais pas faire gardien de but, c'est juste que j'étais quelqu'un petit qui me donnait à fond surtout. Donc à l'époque, on jouait encore dehors sur le bitume, etc. Et quand on tournait au poste de gardien de but, avec les deux sacs à dos hein, comme les buts, etc. Et quand c'était mon tour au but, je me donnais à fond et je trouvais tous mes jeans parce que je voulais pas que ça rentre. Et moi, à la base, je voulais faire attaquant. Et mon père, il me dit, j'en ai marre que tu toutes les jeans, on va t'inscrire au foot. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et arrivé dans les portes de Montigny, je me rappelle, alors que j'avais 6 ans, arrivé dans les portes de Montigny, il dit, ouais, j'aimerais bien inscrire mon fils et tout, etc. Et le coach, il dit, bah ok, bah, il joue quel poste? Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a dit, mettez le gardien. J'ai gardé, je ne pouvais rien dire à mon père, tu vois. Et du coup, il m'a mis gardien, c'est de là que ça a commencé. Donc, des idoles en termes de gardien de but, non, j'en avais pas. Je sortais de la Coupe du Monde de 98. Enfin, j'avais 4 ans, mais j'avais surtout bah, Zidane, et Thierry Henry, etc. Et aussi à l'Euro 2000, qu'ils ont gagné aussi. Je pense que vous êtes trop jeune, vous ne l'avez pas vu. On n'était pas Mais, nés. euh, mais voilà, c'était surtout plutôt attaquant, milieu de terrain. Et quand mon père il m'a jeté gardien de but, bah, ça s'est plutôt bien passé à Montigny, etc. Et donc, du coup, de là où je regardais surtout, bah, à l'époque, c'était Casillas, Neuer. Je m'inspirais surtout d'eux, parce que du coup, comme je voulais faire attaquant, j'avais un jeu au pied assez correct. Hmm. Et donc, du coup, c'est plutôt eux avec des bons jeux au pied qui m'inspiraient. Donc, tu l'as dit, premier pas dans le foot à Montigny-Cormeilles. Tu rejoins le centre de préformation du PSG, du coup, à cet âge-là? C'est pas encore le. Non, à l'époque, c'était encore Poussin et Benjamin, donc équivalent à maintenant peut-être Une 9 et 11? U10, Ouais. Ouais. ouais, U9, U11, ouais, voilà. Et de là, je faisais encore les allers-retours de chez moi au PSG, chez moi au PSG. Et centre de formation, c'est à partir, Préfot d'abord, c'est à partir de 13 ans. Ok. Tu nous as un peu À expliqué. 13 ans.
Tu nous as un peu expliqué comment tu l'as rejoint avec le tournoi, mais est-ce que tu peux plus détailler, genre c'était quel tournoi, si tu te rappelles tes coéquipiers et Ouais, comment l'agent du PSG, enfin la personne qui travaille pour le PSG, est venue te parler. bah, à cette époque-là, c'était un tournoi à Montigny, chez nous-mêmes. On joue le PSG en demi-finale. Je fais un bon match, plusieurs arrêts. Le PSG était favori parce que c'était le seul club pro, entre guillemets, même si les clubs de la région étaient pas mal aussi. Et on les joue en demi-finale, je fais un bon match, on va au penalty. Au penalty, j'en sors trois. J'en sors. Non, à l'époque, c'était trois penalties, c'était pas cinq. Donc j'en sors deux sur trois, je crois, j'en prends un. Et c'est de là où le coach il dit est-ce que ça te plairait d'aller au PSG, etc. Moi, je dis bah oui, forcément. Et du coup, ils parlent à mon père et ils ont expliqué un petit peu que est-ce qu'ils pourraient faire les allers-retours à Saint-Germain, parce que là, c'est Poissy, mais avant, c'était à Saint-Germain. Est-ce qu'ils pourraient faire les allers-retours à Saint-Germain, etc. Et comme mon père, il travaillait de nuit, il a dit oui, il y a pas de problème. Et en plus de ça, dans ce match-là, dans mon équipe, du coup, il y a un autre collègue à moi, Moricone, je sais pas si vous voyez c'est qui, Oui, ça me dit quelque chose, je crois. Ouais. il jouait à 3. Et Un après, il s'est un défenseur, peu non? développé. Exactement, ouais. Ouais. Il s'est fait les croisés au Vélodrome Ah ouais, Ouais. mince. contre Marseille. Et lui était dans mon équipe et il dit on veut prendre vous deux. Donc, du coup, ça nous arrangeait entre les parents pour s'arranger, pour nous déposer à chaque fois. Et c'est de là où l'année d'après, je suis au PSG, là, avec lui, du coup. Du coup, ouais, au moment où tu arrives au camp des loges, comment tes proches réagissent autour de toi? Comment est-ce que tu deviens en quelque sorte une sorte de star dans ta famille? Parce que le PSG, c'est quand même une référence dans la région. Ouais, non, une star, peut-être pas, non, c'est encore trop tôt. C'est pas comme l'époque de maintenant où les petits de 10 ans, c'est déjà ils valent des millions, etc. Non, à l'époque, c'était pas trop comme ça. Mais c'est sûr qu'on était déjà, entre guillemets, les stars de l'équipe. Donc, arrivé au PSG, ouais, ils nous voyaient. Mais sinon, ça a rien changé, hein. Franchement, j'allais toujours à l'école à côté de chez moi. J'allais juste aux entraînements là-bas au lieu de Montigny. Ok. Mais sinon, non, ça a pas changé grand-chose à ce moment-là. Et est-ce que à cet âge-là, tu as ressenti de la pression? Parce qu'en fait, le PSG, c'est un monument de la région, surtout toi qui viens de la région parisienne. On a connu plusieurs ressentis de joueurs, d'autres trop jeunes pour ressentir la pression, d'autres qui pas assez jeunes pour être matures et donc ne pas, enfin, ils ressentent la pression, ils sont stressés. Toi, comment tu ressentais pendant les matchs, pendant les entraînements? Est-ce que tu étais stressé? Au début, si je m'en souviens, au début, j'étais un peu stressé. Mais après, c'est vrai qu'à cet âge-là, on est, comment te dire, Insouciant? pour être honnête, non, on est au-dessus des autres. Donc, ça fait, même gagner 2-1, c'était comme si c'était une défaite pour nous, tu vois. On gagnait 1-0, on gagnait tous les matchs à cette époque-là, 4-5-6-0. Donc, c'était devenu normal, en fait. Tu rentres dans une routine, un peu comme, je sais pas, les grosses équipes du Real ou qui ont l'habitude de gagner. Donc, tu rentres dans cette routine où, limite, tu sais que tu vas jouer le match et tu sais que tu vas le gagner. Après, ça, c'était en championnat. Après, on avait des tournois. À cette époque-là, il y avait des grands tournois, Octeville, etc., où il y a plein de clubs pro de notre âge, du coup, 10, 11. Et c'était plus là où on se testait, c'était plus là où on ressentait la pression. Par exemple, je me rappelle d'une demi-finale PSG-Marseille, du coup, où on perd parce parce qu'on va au penalty, c'était les demi-finales, on va au penalty, on est égalité jusqu'au gardien de tirer. Je tire, je sais pas si c'était la pression, je voulais mettre en lucarne, je tire au-dessus. Paf, drop de rugby. Et juste après, c'est Julien Fabry, je sais pas si vous voyez c'est qui, le gardien de Ouais. Marseille. Mais c'est Julien Fabry qui tire, il me la place petit filet, on perd. Imagine, c'est abusé. Mais surtout, ouais, on avait la pression dans les tournois internationaux, où on joue Arsenal, Anderlecht, la Juventus, etc. On dirait Mais tout ce que- qui est championnat dans le championnat local, quoi. Hmm. Non, on savait qu'on était au-dessus, donc Ouais. on attendait surtout l'été pour ces tournois-là, quoi. Du coup, durant tes années au PSG, est-ce que tu as côtoyé, que ce soit des coéquipiers qui sont toujours pros à l'heure actuelle, qui ont un petit peu percé? Bah, de ma génération, même un an de moins que moi, mais surclassé avec nous, il n'y en avait pas beaucoup. Franchement, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'on avait tellement une grosse génération et malheureusement, la génération 94, elle n'a pas trop.
percé, mais le seul qui montait avec nous, c'était Erwin, au Genda. Je sais Uganda, pas ouais. ouais. C'était lui qui montait avec nous, mais Presnel ne montait jamais. Il était toujours avec sa génération. Kingsley ne montait pas aussi, parce qu'ils n'avaient même pas le niveau encore de jouer avec nous. Euh, mais sinon, oui, je rentrais chez moi le week-end quand j'étais en centre de formation avec Mamadou Sakho. Par exemple, Mhm. c'est lui qui nous déposait, moi et Erwin, à la maison à chaque fois. Mais après, on les côtoyait tous les jours, en fait. C'était encore des jeunes, entre guillemets, à ce moment-là. Mais sinon, ouais, franchement, ceux qu'on peut voir, par exemple, il y a Presnel qui joue, Kingsley, tout ça, ils montaient même pas encore avec nous à ce moment-là. C'était Ok. encore trop jeune. Et donc, tu as des anecdotes un peu sur cette période, si jamais tu avais rencontré des joueurs pros, là on voit quand même du contenu où Ousmane Dembélé, Kolo Muani s'entraînent avec les jeunes. Est-ce que toi, tu avais participé à ce genre d'événements ou même dans ton tournoi, tu nous en as raconté une avec le gardien de Marseille. Est-ce que tu en as d'autres? Non, la seule anecdote que je peux avoir, franchement, et ça, je l'ai dit à tout le monde, et personne ne me croit, et je sais que vous n'allez pas me croire aussi, c'est que j'avais je sais pas si vous voyez c'est qui, Yann Guéot? Non. Non, je pense pas, il a jamais. On jouait avec un joueur qui devait signer au PSG, il s'appelle Yann Guéot. Franchement, j'ai jamais vu un joueur aussi fort que lui. Mais il avait des petits problèmes mentaux, il était un petit peu fou dans sa tête. Donc il arrive au PSG, et, le coach, il était à l'essai, hein. Il driblait tout le monde, il faisait ce qu'il voulait, c'était le meilleur de l'équipe. Le coach lui dit de ramasser les ballons, il dit non, alors qu'il est à l'essai, t'imagines? Donc du coup, il signe pas au PSG, il va à Clairefontaine. Clairefontaine, c'est pareil. Il arrive à Clairefontaine, il, il s'embrouille avec je sais pas qui à l'école, il se fait virer de Clairefontaine. De Clairefontaine, il arrive à retrouver le FC Nantes. Il signe au FC Nantes, on doit jouer contre le FC Nantes, on gagne 2-0. Et lui, il n'est pas titulaire parce qu'il a fait encore des bêtises. Il rentre à la 80e, etc. Il met 3 buts. On perd 3-2. Nantes, il se fait virer encore parce qu'il fait des bêtises ici à Chelsea. Et Chelsea, Salomon Kalou, que j'ai côtoyé bah, du coup l'année dernière, et Didier Drogba, ils disent, mais c'est qui ce joueur? Il est incroyable. Il s'entraînait déjà avec les pros, etc. À Chelsea, il fait aussi des bêtises. Il se fait virer. Et j'ai toujours dit que ce joueur, franchement, honnêtement, si c'était quelqu'un de sérieux, à l'heure d'aujourd'hui, il serait plus fort que Neymar. C'est Et faux. je te jure, je dis ça à tout le monde, personne ne me croit, à part les gens qui le connaissent et qui l'ont côtoyé. Et tu sais ce qu'il devient ici? Il a repris le foot dans les divisions inférieures ou... Non, franchement, je sais pas. Les dernières nouvelles que j'ai eues de lui, c'était pas des bonnes nouvelles. Il avait arrêté le foot. Ah Non, ouais. c'était pas des. Mais franchement, c'était un joueur, tu le vois jouer. Je me rappelle par exemple à un tournoi, il jouait avec Nantes. Il rentre. Et, il était à gauche, donc mon défenseur droit, il avait peur. Il avait peur de fou. Il rentre, premier truc qu'il fait, parce que déjà lui, il n'aimait pas jouer avec ses protèges tibias. L'arbitre lui disait remets tes protèges tibias, remets tes protèges tibias. Il les mettait, à un moment, il prend le ballon, ailier gauche, il prend ses deux protèges, il les jette sur la touche. Premier ballon qui touche, hein. Virgule pied droit, virgule pied gauche, centre, poteau. Ça se regarde dans l'équipe là, ça se dit... Ouais, on se dit, waouh, t'imagines? Ah, ouais. Non, lui, c'est vraiment quelqu'un qui. Et tu peux demander à. Je sais pas si tu vas interviewer des joueurs qui le connaissent, mais je te jure, ils te diront la même chose. Tu peux rappeler son nom? Yann Guéot. Yann Guillaume, ok. On demandera Et- si on interviewe des joueurs qui l'ont côtoyé. Mais c'est fou. Ouais, tu verras, ils vont dire la même chose. Vous allez tous me prendre pour un fou, hein, mais franchement, il était incroyable. Incroyable. Après le PSG, donc comment ça se passe sur la fin au PSG? Bah, comme je t'ai dit au PSG, bah, l'école, c'était pas trop ça. On est rentré dans une routine, on pensait plus au foot que à l'école. Donc après, ils m'ont dit bah, écoute, si tu veux rester avec nous, tu vas plus à l'école avec nous parce qu'il y a trop de bêtises en gros. Donc tu vas dans ton école et tu viens t'entraîner avec nous. Ça, j'ai pas accepté du coup parce que ça allait être trop compliqué avec le planning, etc. Je suis obligé de sécher l'école, bref. Et donc, du coup, de là, je fais un an à Saint-Ouen-Saint-Gratien parce que c'était mon ancien coach que j'ai eu en U11, du coup, au PSG, qui est parti à Saint-Ouen-Saint-Gratien en 14 fédéraux à ce moment-là.
Et je fais un an à Sanois-Saint-Gratien. Et de là, un agent est venu regarder un match. Il me dit, il y a une opportunité en Angleterre et tout. Est-ce que ça te plairait? Tu signes 4 ans, tu es professionnel, le salaire correct, etc., etc. Je dis, écoute, pourquoi pas? Et j'arrive en Angleterre. Du coup, c'était à Blackburn Rovers. Et j'arrive à Blackburn. Moi, petit Parisien, j'arrive là-bas, je vois des vaches. Ça sent la bœuf de vache. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'ai jamais senti ça de ma vie. Pour moi, c'était que dans les films. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là et tout. Et au final, on s'entraîne. Les conditions, elles sont incroyables. Par contre, les conditions d'entraînement, et c'est vraiment une ville, c'est un peu plus loin que Manchester, mais c'est une ville vraiment perdue. Et moi, je n'avais pas cette notion encore de Première Ligue et tout. C'est un championnat de fou et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et après, arrivé là-bas, au final, je signe. Je signe quand même. Et au final, la première année, arrivé là-bas, c'était très, très compliqué. Très compliqué parce que je parlais pas l'anglais. J'avais un ordinateur, mais à l'époque, c'était pas des MacBooks. À l'époque que j'avais, c'était des laisse tomber. J'avais un forfait encore de France, donc je ne pouvais même pas appeler chez moi. Donc j'arrivais, je pleurais. Je te jure, je suis arrivé là-bas dans une petite chambre, centre de formation. En fait, là-bas, c'est pas un centre de formation, c'est des familles d'accueil. Ah oui. J'arrive là-bas, je parle pas l'anglais. Je vais pas te mentir, la nourriture là-bas en Angleterre, elle est. Oh là là, j'en parle même pas. Dès le matin, moi j'avais l'habitude, en tant que Français, ben, mon petit lait, mes céréales, chaud et tout. Là-bas, ils mangent des flageolets, des œufs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Dès le matin, ils mangent ça normal. Je me suis dit, mais vous êtes des grands malades. Donc je mangeais pas, je parlais pas. T'as une impression que les gens ils te regardent mal, qu'ils te parlent mal, mais tu sais pas ce qu'ils disent. Voilà, c'était compliqué la première année. Vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Pour rappeler, il fallait pas que je reste longtemps parce que sinon les factures, c'était mes parents qui les payaient. Donc ça faisait des grosses factures, ouais, c'était compliqué. Franchement, une première année de fou. Du coup, donc là, tu as 15 ans, quelque chose comme ça, c'est ça? Ouais. J'ai 16 ans, ouais. 16 ans, 16 ouais. ans. 16 ans. Et du coup, donc, tu arrives dans les catégories jeunes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Il me semble que c'est un petit peu différent de la France. C'est pas vraiment 17 NAS, 19 NAS en Angleterre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'était pour toi? Ouais, en Angleterre, donc j'arrive là-bas, je suis avec les U16. Il y a U16, U18 et ça s'appelle U16 Première Ligue, U18 Première Ligue. Donc en gros, tu côtoies que les clubs de ton championnat pro en fait. C'est pas comme en France, où, par exemple, au PSG Sarcelles ou PSG Ah oui. Montigny, tu pouvais continuer le championnat là-bas, c'était que du Blackburn Manchester ou Blackburn. Il y avait plusieurs poules, il y avait la poule Londres, donc Chelsea, Tottenham et tout. Et dans notre poule, c'était Manchester, Manchester City, Liverpool, Everton, etc. Et donc, c'était que des matchs de première ligue, en vrai, mais de notre catégorie. Donc, c'est un peu différent, mais c'est bien. Donc, ça fait, à l'époque, on jouait contre les Pogba, contre Jesse Lingard quand tu jouais à Manchester. Euh, et ouais, c'est juste ça la différence. C'est franchement juste ça la différence. Donc, t'es que dans des bons stades, les pelouses, elles sont excellentes, et tu côtoies les futurs joueurs pro, quoi. Pareil, il y a un joueur qui t'a impressionné à cette époque-là, parce que tu nous as dit que tu côtoyais quand même Lingard, Pogba à Manchester United. Tu as des joueurs qui n'ont Mhm. pas forcément percé ou même qui ont percé, qui t'ont impressionné? Mais je pense que le numéro un, c'est Paul Pogba. Paul Pogba, parce que je me rappelle, on joue Manchester chez nous, et nous, en Angleterre, ils sont vraiment très. C'est physique là-bas, même avec les jeunes. Ça veut dire que en France, quand tu fais les tests médicaux, tu vas travailler sur VMA, plus de la course, etc., etc. Sauf qu'en Angleterre, tu rajoutes les tests de musculation, c'est-à-dire développer couché, ton poids maximum, le nombre de tractions que tu fais au maximum, etc. Donc c'est très physique. Moi, par exemple, moi, je suis arrivé là-bas, j'étais comme ça. Ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais ils m'ont donné de la créatine à 16 ans, de Mhm. la protéine tous les jours, et je me forçais à boire, c'était dégueulasse. Mais bon. Et donc, du coup, c'est très physique et très. Par exemple, les joueurs comme Neymar en Angleterre, il se fait charcler. Enfin, vous savez, tu vois. Et ben, les jeunes, c'est pareil. Et donc, du coup, on arrive le match avant Manchester United euh, et on avait deux milieux de terrain assez costauds des... et assez agressifs. Ça veut dire que si quelqu'un il essaye de faire, entre guillemets, le malin, bah, ils vont le charcler direct.
Et du coup, Pogba, c'était un peu la star de là-bas, tu vois. Et donc, du coup, arrivé dans les vestiaires, ouais, Paul Pogba, s'il croit qu'ils vont faire un truc, je vais lui mettre une béquille directement. Moi, je lui mets un coup de coude dans le dos. Moi, je lui tire les cheveux. Moi, j'attrape sa cheville. Et je te jure, tout le match, et ça se voyait, c'était flagrant, qu'ils essayaient de le charcler. Mais quand je te dis Paul Pogba, il les a retournés à chaque fois. À un moment, il vient, il saute. Paul Pogba, il met sa cuisse. C'est mon joueur qui fait le trampoline. Et après, il essaye de venir à fond, il le tacle, il le met petit pont. L'autre, il arrive. Ah, tu lui as mis petit pont, je vais le tacler. Il met roulette. Il m'a choqué ce match-là. Vraiment, il m'a choqué ce match-là. Ouais. Ouais, franchement, lui, c'est celui qui m'a le plus marqué. Après, il y a un autre qui m'a marqué, c'était Ross Barkley, Ouais. quand on jouait Everton à l'époque. Ross Barkley, il m'avait vraiment marqué parce que techniquement, c'était incroyable. J'étais sur le banc parce que je me rappelle, j'étais blessé. Il met deux buts, il met un corner rentrant. Lui aussi, techniquement, c'était vraiment incroyable. Euh, Ce même match aussi, c'était Jordan Pickford, Ouais. Ouais. le gardien, Il était déjà Ayrton. parce il avait un jeu au pied. Je te jure, il y avait corner pour nous, mais c'est nous, on avait peur. C'était- Il allait le chercher dans les airs, il te mettait une relance fouettée. Et quand je te dis, toutes ces relances étaient parfaites, même pas en l'air, toujours à ras du sol, ça fuse un peu, c'était une passe D à chaque fois. À chaque fois qu'il avait le ballon, c'était une passe D. Mais sinon, ouais, après, il y en a plein. J'aime côtoyer beaucoup des joueurs là-bas qui. Jesse Lingard, non, pas trop. Si je. Raheem Sterling. Mm. Et encore pas trop, parce que Raheem, il a pas fait un gros match contre nous, parce que c'était tellement la star de Liverpool à l'époque qu'il était toujours surclassé. Donc quand il jouait avec les U16 ou U18, c'était quand il avait la flemme de jouer, il faut dire la vérité. Mais on voyait de temps en temps que s'il commençait à accélérer, c'était chaud, quoi. Fulgurance. Mm. Je sais que bah, il est marqué. Non, on a deux face à face. Deux face à face. Je les ai encore en vidéo. Je crois que les vidéos, elles sont encore sur YouTube. Si tu mets mon nom, il y a des vidéos, je crois, deux face à face où je les sors et il a marqué un but. Faut faire attention aux simulations avec lui parce qu'on sait il aime bien ça. Donc, Ouais, mais à l'époque, il jouait encore, surtout sur le côté, c'était une fusée. ouais. C'était une fusée. Mais il n'était pas aussi technique. Il était moins technique que maintenant. Il a vraiment progressé. Mais on voyait que c'était un bon joueur. Mais sinon, tu penses quoi du système chez les jeunes en Angleterre, si tu pouvais le comparer à la France? Parce qu'en fait, c'est fermé du coup. La division dans laquelle tu évolues en jeune, ça dépend des performances de l'équipe pro. C'est ça? En Angleterre, Tu nous disais que c'était ouais, U16 Première Ligue. C'est-à-dire que si tu joues dans une équipe qui est en Première Ligue chez les pros, en jeune, tu joueras en, Dans le sens, si ton en- équipe, elle est pas en première ligue, t'es pas dans ces divisions-là, c'est c'est ça? ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y Et a Premier League, il y a l'équivalent de Championship, il appelle National League quelque chose. Mm. Mais c'est vrai que si t'es pas en Première League, c'est vraiment un championnat, vraiment un championnat fermé. En gros, en Angleterre, ils font quoi? Les recruteurs cherchent partout. Les recruteurs, ils cherchent partout, même les petits clubs, etc. Ils te prennent. Après, ils te prennent dans un club du coup de Première Ligue. Tu fais le championnat des jeunes de Première Ligue et après, si t'es bon, tu vas avec les pros. C'est comme ça Ben, c'est un peu comme la France, sauf que arrivé au championnat, c'est un peu plus fermé. Tu restes entre clubs de Première Ligue, quoi. Et du coup, ouais, c'est à ce moment-là, quand tu es à Blackburn, que tu vas connaître une sélection en équipe de France U18 contre Mm. l'Allemagne. Tu vas côtoyer des joueurs, des grands noms comme Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, etc. Donc, comment tu l'apprends, cette sélection? Et qu'est-ce que tu ressens au moment d'arriver sur le terrain? Est-ce qu'il y a l'hymne français? Et est-ce que tu as des petites anecdotes de ce rassemblement? Bah, déjà, pour te dire la vérité, le rassemblement, c'était l'Allemagne que j'ai faite, mais je devais faire deux rassemblements avant. Je crois que c'était la Grèce et l'autre page d'avant, je sais plus c'était qui. Mais les deux fois, ils m'appellent et je pouvais pas aller parce que comme par hasard, ça tombait sur le week-end de Gambardella. Et la Gambardella, là-bas, c'est vraiment quelque chose à jouer et tu es obligé de garder tes meilleurs éléments. Donc du coup, premier rassemblement, le coach de l'équipe de France m'appelle. Il me dit, ouais, on aimerait bien que tu viennes pour ce rassemblement. On joue contre la Grèce. C'était un match de préliminaire de l'Euro, je crois. Donc on reçoit la feuille et tout.
Je dis, OK, il n'y a pas de problème, j'y vais. 2 jours avant, mon club, il m'appelle. Ah, Chris, faut qu'on te voit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah, tu pourras pas aller au rassemblement de l'équipe de France parce que on jouait, je crois, Chelsea. On jouait Chelsea à ce moment-là en Gambarde, la Youth Cup là-bas, ça s'appelle. On jouait Chelsea en Gambarde, on ne peut pas te laisser aller. Moi, dégoûté. Je dis, wow. On joue Chelsea, on perd 4-0. On perd 4-0, ils avaient une équipe de fous. Ils avaient Lucas Piazon, Chalobah. Bref, c'était la meilleure génération c'est la meilleure équipe de notre génération. On perd 4-0, donc je rentre, je suis dégoûté, etc., etc. Mais c'est match aller-retour à chaque fois à la Gambarde là-bas. Donc le coach de l'équipe de France, il m'appelle, il dit, bon, ton club t'a pas laissé partir, viens à ce rassemblement-là, je crois que c'était l'Italie, je crois, je ne sais plus. Préliminaire aussi de l'Euro. Donc je dis, ok, j'y vais, on reçoit la lettre, je dis, il n'y a pas de problème normalement. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Comme par hasard, les dates de la Gambardella changent, ça tombe encore sur ce week-end. Je dis, il me dit, Chris, faut qu'on te voit encore. Il rigole, tu dois savoir pourquoi. Je suis dégoûté. Donc il me dit encore une fois, on a la Gambardella, donc on ne peut pas te laisser aller en équipe de France, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, troisième fois qu'on m'appelle, c'était contre l'Allemagne. C'était un match amical, par contre, ce match-là. C'était un match amical. Et il me dit, ben là, c'est bon, t'inquiète pas, on n'a plus rien à jouer, donc ne t'inquiète pas, tu pourras aller en équipe de France et tout. Donc je dis, ah, enfin, et tout. Je suis grave content. Et j'arrive à Paris. J'arrive à Paris, donc du coup, je rentre chez moi parce que le rassemblement, il est à Claire. J'arrive chez moi, je suis grave content. J'arrive à Claire, on décolle pour. Déjà, tu prends les équipements et tout, c'est une sensation incroyable. Tu vois les joueurs. Bon, là, les joueurs, c'était des amis à moi, Ben, Emeric et tout. On s'était déjà côtoyés avant. Donc, c'était des amis, donc tu retrouves tous tes amis et tout, t'es grave content. Et le premier match, je le joue pas, c'était Quentin qui l'avait joué, je crois, Bernardo. Et moi, je joue le deuxième match où on gagne, je crois, 2-0, je crois. Oui, il me semble, Ouais, ouais. on gagne 2-0, mais je me rappelle, il y avait Kimmich, oh là là, quel joueur. Je me rappelle les Allemands, ils allaient tellement vite, c'était pas des passes qui se faisaient, c'était des frappes. Et Kimmich, il te rendait tout propre, mais vraiment tout propre. Et à un moment, je me rappelle, on lui met une frappe avec un rebond. Il me contrôle orienté, il met frappe poteau. Je dis, wow. Mais au final, on gagne ce match 2-0 et franchement, c'était une expérience incroyable. Franchement, c'était incroyable. Donc, c'est un peu après à cette période que Blackburn t'envoie en prêt. Explique-nous comment ça s'est passé. Comment ils te Ouais, l'annoncent? Est-ce que tu choisis l'équipe? mais, Est-ce que tu as d'autres opportunités, etc. ouais, Blackburn m'envoie en prêt. Un premier prêt d'abord, je fais dans une D4, D4 anglaise. Ouais, D4 ou ouais, c'était ça, je crois. Je fais dans un premier prêt, ils m'annoncent parce qu'ils voulaient que je vois ce qu'ils le font beaucoup en Angleterre, ça, savoir si avec entre guillemets des hommes, tu pourrais t'en sortir. Donc, ils m'annoncent qu'il y a ce club-là qui aimerait te prendre en prêt. On me dit ça, je dis non, jamais de la vie, je vais faire quoi là-bas et tout, parce qu'en France, on n'avait pas trop cette mentalité-là à l'époque de partir en prêt. Partir en prêt en France, c'est parce qu'on te voulait pas, tu vois. Ouais. Et donc, je dis, mais vous êtes des fous et tout, je vais faire quoi là-bas, des 4 en plus et tout. Au final, il me dit, oui, mais t'inquiète, tu t'entraînes avec nous, c'est juste le week-end, tu vas là-bas pour jouer, parce qu'on a envie de voir avec des hommes, du coup, matures, ce que tu vaux et tout. Je dis, bah, écoute, si limite vous ne me laissez pas le choix, on va le faire. Et donc, du coup, je m'entraîne et j'arrive en D4. Et pour moi, D4, je me suis dit que ça allait être catastrophique. Et j'arrive là-bas avant un match. Je vois le stade, il est archi balèze, fermé, tout couvert. On est encore en reconnaissance pelouse, mais il y a déjà des supporters. On est en D4 ou en Ligue 2, je ne comprends pas. Donc, je rentre, je me change pour aller à l'échauffement. Je vois déjà, il y a entre 5 et 10 000 supporters. Je dis, oh, on n'avait pas prévu ça. Moi, j'ai prévu mon match. Je crois que j'avais pris un Nutengo ou du pain au Nutella en me disant que limite, j'allais jouer numéro 10. J'ai pas prévu ça comme ça. Et au final, je vois ça crie. Je vois, il y a des supporters, mais franchement, une ambiance de fou. Je dis, mais en fait, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce que je joue tous les week-ends
en U18, en U20 là-bas, tu vois. Et au final, premier prêt, c'était une expérience, ouais, une expérience de fou. Et c'est là où j'ai commencé à voir que vraiment en Angleterre, ils ont une culture foot qui est vraiment incroyable. C'était quoi le club où tu étais, où tu faisais les matchs le week-end et le stade où vous avez eu, où tu as eu l'ambiance en question là? Bah, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Le club, il s'appelait Hyde à l'époque, Hyde. Je crois que c'était Là, en maintenant, je peux. D5 à l'époque. Ouais, nous, on a vu que Ouais, c'était des D5, quoi. C'est ça, Ouais. D5, ouais. C'est D5 et le match que je te parle, il y avait Ouais. Woking et dis-toi, on joue Luton. Ah oui, T'imagines, Luton qui est en la première ligue fameuse maintenant. remontée. Ouais. Luton qui est en première ligue maintenant. Donc, et je crois que c'était un des deux. C'était Woking ou Luton le premier match que je fais avec eux. Et c'est là où j'ai vu du coup qu'il y avait beaucoup de supporters. Et j'ai vu que c'était des matchs de fou, quoi. C'était vraiment des matchs d'hommes. Et c'est là où j'ai vu qu'ils le font. T'as l'impression que c'est pas pour ton bien, mais qu'au final, c'était une expérience de fou, quoi. Ça te forge. Je pense que c'était vraiment une expérience de fou. Et passer de U18 ou U20 à Première Ligue sans passer par ces matchs-là, tu te dis c'est impossible. Hmm. C'est impossible parce que de passer de allez, zéro supporter parce que c'est que, entre guillemets, les entraîneurs, peut-être les jeunes qui te regardent, à 50 60 000 supporters si tu joues en field ou autre, c'est chaud. Je pense que c'est chaud. Alors que quand tu fais ce step où tu passes par 10 15 20 000 supporters, ben là, tu es plus à l'aise. Tu es vraiment plus à l'aise. Donc, franchement, c'est une méthode qu'ils font en Angleterre qui est, franchement, que je trouvais très bien. Surtout qu'ils te le font jeune, j'avais 18 ans. C'est pour ça qu'on Franchement, voit, c'était cool. c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes de gros clubs qui sont prêtés en D3, en D4. C'est pour passer pour faire étape par étape, quoi. Exactement. Parce que déjà, dans ces matchs-là, tu es plus insulté. Les stades en Angleterre, ils sont très fermés. Tu vois, il n'y a pas Mm. de. Si on te. Limite, si on te crache dessus, tu le reçois parce que tellement tu es proche d'eux. Et c'est vraiment un step qui t'aide à jouer après dans le monde professionnel de Première Ligue. Surtout quand t'es gardien, on voit en première ligue, les Anglais, ils ont un problème avec les gardiens, surtout sur les 6 mètres. Ils font des Ouais, chants à chaque fois, ça doit forger ouais, en il D4. crie, dès que tu cours, il crie Oh! Après, il crie You fat bastard, c'est-à-dire espèce de gros bâtard. Des Bon. fois, à la fin, quand j'étais tellement à l'aise, je les regardais, mais je montrais mon ventre. Je disais, mais vous voyez où je suis gros là? Et ils rigolaient et tout. Non, c'est kiffant, franchement, c'est kiffant. Du coup, à ce moment-là, comme tu l'as dit, tu étais en prêt à Hyde. Enfin, du coup, tu t'entraînais avec Blackburn, tu jouais les week-ends avec Hyde. Euh, Explique-nous, tu vois, un petit peu comment ça marche, la D5 anglaise, parce qu'en Angleterre, D1, D2, D3, D4, c'est poule unique, mais à partir de la D5, ça se fragmente en deux parties, je crois. Et donc, les ambiances, tu nous en as déjà parlé. Et si tu pouvais comparer le niveau de la D5 anglaise avec une division française. Bah déjà, non, en fait, jusqu'à la D4. D5 aussi, c'est plus poule unique. Ah ouais, ok. Ouais. Et c'est la D6 qui se sépare en deux, le nord et le sud. Ah oui, oui. Ok, ouais. Et, euh, et c'est de là, si tu montes en nord-sud, après tu passes en D5 normal. Mais la D5 aussi, c'est poule unique. Ok. Et si je pouvais comparer, franchement, c'est tellement dur à comparer parce il y a des clubs, par exemple, quand tu vas à Luton ou à Woking, franchement, ça joue au ballon, mais la plupart des matchs, c'était un grand gardien, un Peter Crouch devant, et tu as l'impression que le reste, et deux joueurs, deux ailiers qui vont vite. Le gardien, avec un bon jeu au pied, qui la met à l'attaquant, il te cale, il cale le ballon, il la met en profondeur, et ils essaient de marquer. C'était que ça tout le match. Le fameux kick and rush. Voilà, exactement. Box to box. C'était souvent ça, à part les deux, trois clubs qui voulaient monter, mais comme je t'ai dit, qui jouaient au foot. C'était vraiment que ça. Mais après, c'est comparable à. Après, ils ont des infrastructures de fou. Donc, franchement, c'est l'équivalent d'une bonne nationale ou d'une Ligue 2, franchement, d'une Ligue 2 moyenne, Ah oui. hein. Ouais, franchement, c'était. Quand je regardais les matchs à l'époque, j'avais deux, trois amis à moi qui jouaient en Ligue 2. À l'époque, c'était encore sur Eurosport. Hmm. Je me disais que, franchement, la D4, c'est limite au-dessus, tu vois. Et ouais, pour moi, c'est l'équivalent à une bonne nationale de maintenant ou une Ligue 2 milieu de tableau.
Donc, après cet épisode forgeant, tu reviens à Blackburn. Qu'est-ce que le club te dit à ton retour? On voit qu'après, tu as changé de club, donc explique-nous cette transition. Ouais, bah après, déjà avant ça, je passe avec les pros. Déjà, je fais un an avec les jeunes à Blackburn. Après, je passe avec les pros. Euh, et quand je passe avec les pros, bah, je crois qu'il y avait il y avait beaucoup de Français. Il y avait Christopher Samba, Gaël Givet, Steven Nzonzi. Il y avait Amine Nanganzi, Eladi Diouf. Mm. On était plusieurs et c'est de là où, à force de m'entraîner avec eux, je fais ce prêt à Hyde. Et après, je termine encore mes un an à Blackburn. Et c'est de là où, après avoir fait cette expérience à Hyde, je me suis dit, c'est là où je dois être. Il faut que je joue, en fait. Donc, c'est bien beau d'être, entre guillemets, avec des grands noms, mais que de m'entraîner, ça me servait plus à rien, en vrai. Donc, j'arrivais à un âge, 19-20 ans, où j'avais vraiment cette envie de jouer. Et j'ai pris la mentalité anglaise, en fait. Jouer peu importe où. J'ai plus cette mentalité française où, à me dire, entre guillemets, je suis dans un grand club et c'est cool pour Instagram et Snapchat, tu vois. Je voulais vraiment jouer et ressentir vraiment une vraie pression. Et c'est de là où j'ai eu une opportunité en Première Ligue. Et dès juste cette opportunité-là, j'ai dit, je fonce direct. Je pense direct, donc j'arrive en Écosse. J'étais numéro 2 parce que du coup, j'avais pas l'expérience de la D1 écossaise, etc. Mais c'était un gardien qui était assez âgé et qui préparait déjà l'avenir en me prenant du coup. Donc je démarre en tant que numéro 2. J'arrive en Écosse à Glasgow. Il fait encore plus froid. Il fait encore plus froid qu'à Manchester. Mais franchement, tu joues des matchs, tu joues le Celtic, Hearts, Hibernian, tu as 30 000 à chaque fois. Minimum de supporters, donc c'est des matchs de fou. Et après, bah, à force de travailler, j'ai réussi à avoir ma chance. J'ai réussi à avoir ma chance. Mon premier match, c'est Hibernian, 25 000 supporters. Et franchement, on perd 1-0 je crois, ou 2-1, je sais plus. Mais je fais un bon match et c'est de là où je reste. De là où je joue. Et franchement, c'était kiffant. C'est une expérience de fou. Là-bas, donc, comme tu l'as dit, tu commences à jouer au niveau, tu côtoies t'as des coéquipiers comme Stéphane Bauken, Eric Djemba Djemba ou encore Josh McGinn. Mm. Est-ce que tu sentais, même si c'était encore, par exemple pour McGinn, c'était pas encore le prime, on va dire, est-ce que tu sentais qu'ils avaient un truc en plus? Josh McGinn, en fait, il avait une manière de jouer qui était pas la plus belle à voir, mais c'était une manière de jouer que tu as l'impression que peu importe tu lui mets qui à côté, ça passera. Parce qu'il utilisait tellement bien son corps et surtout ses fesses que en vrai, peu importe c'est qui à côté, il n'arrivera pas à prendre la balle. Et techniquement, il était pas le meilleur, mais il te faisait les passes qu'il fallait. Il cherchait pas, ben, comme il joue maintenant à Aston Villa. Mais non, je le voyais pas vraiment. C'était un joueur d'avenir, mais je le voyais pas ben, être en Ligue des Champions l'année prochaine. À ce moment-là, c'est vrai. Il y avait d'autres joueurs que tu voyais que tu disais, ah ouais, lui là, il va. Mais c'est vrai que Josh, parce qu'il est un peu, il est calme. Il est calme, il parle pas trop. Il fait son boulot, il joue, il est content, il joue pas, il est content. Mais c'est vrai que c'était une manière de jouer que tu as l'impression que peu importe dans quel terrain tu le mets, dans quelle équipe tu le mets, bah, tu peux pas lui prendre la balle. Stéphane aussi, du coup, Stéphane, il a eu un peu plus de mal, lui, par contre, en Écosse, parce que c'était pas trop son type de jeu. Donc, lui, il a vraiment eu du mal. Il jouait pas trop. C'était vraiment compliqué pour lui à ce moment-là. Je restais souvent avec lui. Il habitait juste en dessous de moi. Le palais juste en dessous. Mais c'était compliqué pour lui à ce moment-là, en Écosse. On a vu sur différents sites que ton adaptation elle s'était un peu mal passée. Est-ce que tu peux nous confirmer ça ou le contredire? Et si oui, pourquoi? En Écosse? Ouais. Non, en Écosse, non, franchement, l'adaptation, non, franchement, ça allait, hein. Franchement, ça allait. C'était pas.
Je sais qu'il y avait pire. Je sais que Stéphane, par exemple, c'était vraiment l'adaptation. Au bout d'un mois, il voulait partir. Non, moi, c'était. Ben, en fait, j'étais jeune, je voulais jouer vite. Je voulais vraiment jouer vite. Donc, à un moment donné, c'était compliqué de. J'avais pas encore. Comme je jouais à Hyde, du coup, et je sortais de Blackburn, j'arrivais pas à me faire à l'idée d'être numéro 2 en fait. Donc, automatiquement, à l'entraînement, soit je bossais un peu moins. Enfin, bien sûr, tu t'en rends pas compte, mais tu bosses un peu moins parce que tu te dis que t'as pas d'objectif du week-end à part t'asseoir en vrai. Donc, c'était un peu compliqué au niveau sportif. Mais après, dès que j'ai commencé à jouer, c'était complètement différent. Et c'est là où le coach, justement, en plus, il m'a dit normalement, un vrai grand sportif, que tu joues pas, il doit avoir la même mentalité. Et toi, c'est complètement deux opposés. La mentalité que tu as quand tu joues et celle que tu as quand tu joues pas. Et il me disait que si vraiment tu veux progresser mentalement et sportivement, il faut que tu aies la même mentalité que tu joues pas, quoi. Du coup, à la fin de cette aventure-là en Écosse, tu retournes en France. Et du coup, avant de révéler le prochain club, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette année-là en Écosse? Est-ce que ça t'a permis de progresser, de vraiment te confronter à un haut niveau? Et puis, du coup, tu nous raconteras comment tu retournes en France et tu nous expliqueras un peu ton choix. Mm. Non, franchement, en Écosse, ce que vraiment j'ai appris, c'est si je compare complètement, par exemple, à la France et quand j'étais au PSG, parce que je reviens de toute l'Angleterre, du coup, surtout pour un gardien de but, ben, vous le savez, c'est le physique. Ça veut dire que si on te met un coup de coude alors que toi, tu es dans les airs, ballon en main, l'arbitre, il siffle pas. L'arbitre, carrément, est limite à deux doigts, il t'insulte, toi, et va à la muscu. T'es sérieux, tu t'es gardien et tu te fais bouger par un attaquant. Regarde comment il est frêle et tu te fais bouger. Alors que moi, je suis dans les airs, même si c'est un bébé, bah, si je suis déséquilibré, il me fait tomber, tu vois. Donc, du coup, ça m'a vraiment appris à devenir un homme, en vrai. Un homme et sortir surtout dans le jeu aérien et dans le jeu au pied. Parce qu'en vrai, les arrêts, on va dire qu'un gardien, en général, tout le monde peut les faire, hein. Sauter, si t'as pas peur du sol, tu le fais, mais surtout le jeu au pied et le jeu aérien, ça m'a beaucoup appris en Angleterre et en Écosse. Donc, comme on l'a dit, tu changes de club, tu reviens en France, donc Mm. dans le Stade Rennais. Donc, comment tu le rejoins? Et est-ce que le club te promet une situation ou un temps de jeu? Non, en fait, ce qui se passe, c'est de l'Écosse, je dois signer au RC Lens. Hmm. Je dois signer au RC Lens. Donc, j'arrive à Lens et tout, contrat après, etc. Et de là, ils avaient leur souci je sais pas si vous vous en souvenez, quand, avec l'Azerbaïdjan, ils avaient des Ah oui. problèmes où ils ne pouvaient plus faire signer de club pro, etc. Donc, j'arrive à ce moment-là. Donc, je fais une semaine, je m'entraîne, on attend. Et après une semaine, 10 jours, on me dit, bah, je suis désolé, tu peux pas, avec les soucis qu'on a, tu peux pas signer pro. Il faut que tu signes un autre contrat, je sais plus c'était quoi, stagiaire pro, bref, je sais plus. Et de là, je dis, bah, si je peux pas signer pro, je viens pas, quoi. Et c'est de là, avec mon agent, il me dit qu'il y a aussi le Stade Rennais qui, euh, qui aimerait bien te prendre. Il y a le Stade Rennais qui aimerait bien te prendre, mais c'est un différent projet. Le RC Lens, c'était un projet surtout à long terme. C'était vraiment un projet à long terme pour m'installer sur la durée, mais le Stade Rennais, c'était un projet à court terme. Tu fais 1 an, mais après, on a des gardiens qui sont en prêt. Ils avaient Abdoulaye Diallo qui était en prêt. On ne sait pas ce qu'on va faire de toi après, au bout d'un an. Mais au moins, t'as ton contrat pro et on espère, l'idéal, c'est que si ça se passe bien, tu restes avec nous. Donc moi, je prends ce risque-là. Et c'est là où j'arrive au Stade Rennais, du coup, parce que je ne pouvais pas signer à Lens. Du coup, au Stade Rennais, tu fais qu'un seul groupe en pro, en Coupe de la Ligue. Sinon, tu joues en réserve. Est-ce que t'es pas déçu de ne pas avoir ta chance en Ligue 1, même si devant toi, il y avait quand même Benoît Costil, Olivier Saurin, de référence. Comment tu vis de passer de jouer en première division avec Cossez à là, l'année d'après, en fait, tu t'arrives, tu joues la plupart du temps en CFA2. Ouais, bah justement, c'est comme je disais juste avant, heureusement que j'ai eu l'Écosse et l'Angleterre, et surtout mon coach des gardiens en Écosse qui m'a parlé, qui me disait que tu joues ou que tu joues pas, tu dois avoir la même mentalité.
Donc, heureusement, j'ai eu cette leçon juste avant qui m'a servi pour le Stade Rennais, du coup. Et du coup, au Stade Rennais, c'est vrai que je joue pas, mais franchement, c'était une expérience de fou parce qu'on avait entraîneur des gardiens Christophe Revel avec qui on bossait archi bien, qui était vraiment un entraîneur qui me correspondait, qui te faisait travailler sur tes défauts, qui te faisait travailler en plus. On avait Olivier Saurin, bah, c'est une référence hein, dans le poste, donc lui-même ne jouait pas, mais franchement, j'apprenais tous les jours de lui en tant qu'homme, en tant que gardien, en tant que tout. Donc c'était franchement kiffant. Et on avait Ben qui, sur cette saison-là, il fait sa première sélection en équipe de France. Donc du coup, tu peux que regarder et apprendre. Et limite, tu peux que bosser et te dire que là, tu peux pas encore jouer parce que regarde ce que tu as devant toi, tu vois. Donc j'étais moins frustré que en Écosse où je savais qu'il était assez âgé et que j'allais faire entre guillemets le boulot mieux que lui si j'étais sur le terrain. Là, c'était entre guillemets une hiérarchie respectée et normale. Donc du coup, non, enfin si, j'étais frustré parce que je voulais jouer, mais j'étais pas, comment te dire, j'étais pas déçu et je me reposais sur mes lauriers, quoi. Je travaillais vraiment tous les jours parce qu'il y avait tout pour faire, hein. Il y avait Ben qui était sur une saison, sans doute sa meilleure saison, Olive avec qui j'apprenais tous les jours, et l'entraîneur des gardiens qui était un bon entraîneur des gardiens, donc franchement, c'était kiffant. En plus, si je me trompe pas, il était convoqué pour l'Euro, Benoît Costil, non? Bah, je crois que c'est l'année d'après l'Euro. Là, quand j'y étais, il fait sa Ah première oui, sélection. oui, oui. Oui, autant pour moi, oui, c'est vrai. C'était l'année d'après. Quand j'y étais, il fait sa première sélection et je me rappelle, on l'a su avant lui carrément. Hmm. Et on lui a fait une petite surprise et tout. Et franchement, c'était kiffant. Après, il a fait vraiment une saison il a fait vraiment une saison de fou aussi. Il méritait sa place entièrement, je me rappelle. C'est cette année en réserve que tu côtoies Ousmane Dembélé, c'est ça? Non, je le côtoie même pas pour te dire parce que lui, il s'entraîne avec la réserve tous les jours. Il était même pas avec nous. Et je me rappelle, bah, tiens, j'ai une autre anecdote. Je me rappelle que on savait que c'était la star de la réserve, mais il s'entraîne même pas avec nous. Et une fois, il s'entraîne avec nous, je me rappelle. Et comme par hasard, et vous voyez, c'est qui Adrien Ounou? Eh ben, Adrien Ounou, il va s'en souvenir parce que je me rappelle, une fois, il monte avec nous. Philippe Montagnier décide de le prendre. Et comme par hasard, ce jour-là, c'était un jour physique, mais physique avec ballon. C'est-à-dire que c'était des duels. 3 contre 3, 2 contre 2, un contre un. Et comme, comme par hasard, Ousmane, il était contre Adrien. À mon avis, Adrien, il a dû parler espagnol couramment après cet entraînement. On ne sait pas comment, mais franchement, ce qu'il lui a fait, oh là là, là, c'était abusé. Et c'est la seule fois où il est monté avec nous. Et après, quand je descendais avec la réserve, ouais, il jouait. Mais lui aussi il faisait des petites bêtises, donc du coup, des fois, il était remplaçant, des fois, il jouait. Mais c'était un bon ami à moi, je le considérais vraiment comme un petit frère. Je le déposais chez lui, je le déposais chez le coiffeur, des petits trucs comme ça. Je l'aidais sur les petits trucs parce que c'était un bon petit gars. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont marqué lors de ton passage à Rennes? À Rennes qui m'ont marqué, bah, pas trop sportivement, mais plus en tant qu'humain, c'était Sylvain Armand, Oui. de par, euh, de par sa carrière, un peu comme, bah, quand j'étais à Blackburn, Michel Salgado, qui Hmm, était au Real pendant des années. ok, C'est des ouais. mecs que quand tu les regardes, ils dégagent un truc sans rien faire, quoi. Et même à sa manière de parler, sa manière d'aider les jeunes. Je me rappelle Sylvain, par exemple, quand il montait à Paris, parce qu'à Rennes, il y a un vestiaire des jeunes, où on était tous ensemble, et il y a le vestiaire du groupe pro, ils mettaient les jeunes ensemble, on était ensemble, et quand on avait un week-end de repos, on montait à Paris. Lui, il montait à Paris faire un week-end parce qu'il est de là-bas, il ouvrait la porte, et il nous jetait un magazine comme ça dans les vestiaires. Et nous, on regarde, et il dit, ouais, choisissez-en un chacun. Et on regarde le magazine qui le jette comme ça de loin dans les vestiaires, on regarde, c'est le magazine Dolce Gabbana. Il nous faisait plein de petites faces comme ça, franchement, c'était kiffant. On choisissait un survêt de chacun, il nous le ramenait après. Ah, franchement, c'était un bon type. Et vraiment, sportivement, euh, il m'a choqué dans un sens, enfin, il a réussi à me choquer dans les deux sens.
c'était PG, NTEP. Je sais pas si vous vous Ah souvenez oui, de bien sûr, bien NTEP. sûr. C'était vraiment le mec qui, le week-end en match, tu lui donnes le ballon et tu le regardes parce que c'était une fusée. Et il faisait tout cette saison-là aussi. Bah, il fait une sélection en équipe de France aussi. Et il faisait tout à lui tout seul. Ça Et l'engage. quand on faisait des jeux bannides à l'entraînement, des 4 contre 4, 5 contre 5, personne, personne ne prenait. C'était vraiment le dernier à être pris alors que c'était censé être le meilleur joueur de l'équipe. Parce que c'est vrai que quand il n'a pas d'espace, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, c'est deux opposés qui m'ont choqué de lui alors que c'était un vrai joueur, hein. Ah, mais ça n'a rien à voir en 11 sur un terrain à 11 que sur un petit terrain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, Oui, ouais. oui, donc, après tout ça, ton aventure bretonne se prolonge pas. Elle aura duré 1 an. Tu rejoins un Mm. Libre Dijon. Bah, Mm. comme avec Rennes, raconte-nous en détail comment ça se fait. Ouais, bah, arrivé à la fin de la saison, le Stade Rennais veut me prolonger, mais ils avaient Abdoulaye Diallo qui était en prêt au Havre, qui ne voulait pas le garder de base, mais était encore sous contrat, du coup. Donc, ils ont essayé entre guillemets, lui dire de trouver une porte de sortie, mais lui ne voulait pas par rapport à son contrat, etc. Donc, du coup, ils m'ont pris dans les bureaux, ils m'ont dit, Chris, écoute, on a essayé, on veut te garder, parce que tu as bien bossé, tu t'entends bien avec Olivier Ben, etc. On veut te garder et te faire monter en hiérarchie, mais le problème, c'est qu'on peut pas avoir 4 gardiens, voire même 5, je crois, parce qu'il y en avait 2 en prêt. On peut pas avoir 5 gardiens, parce que ça nous sert à rien, en gros. Donc, si on veut te garder, les autres sont déjà sous contrat, toi, tu l'es plus, donc malheureusement, c'est ton flambeau à toi qui s'éteint, quoi, comme dans koh. Donc j'ai compris, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, c'est là où je rebondis à Dijon. Donc de Ligue 1, je passe à Ligue 2, mais ils avaient un projet de remonter en Ligue 1 aussi. Donc je me suis dit, bon, on va descendre pour mieux remonter. Et j'arrive à Dijon. Et on va dire que c'est la pire année. Je pense, ouais, c'est la pire année que j'ai eue parce que j'arrive en tant que deux numéro 2. Il y avait Baptiste René qui jouait et on était deux numéro 2 qui peuvent être numéro 2 quoi. Mais du coup, j'avais plus d'expérience que Enzo Basilio maintenant, qui a 9 Ouais. ans. Mais, euh, mais comme c'était un petit de la région, Ah oui. etc., il était un petit peu privilégié pour être sur le banc, quoi. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas passé, alors que je pensais que pour moi, j'allais avoir ma place, même à jouer, la Coupe de la Ligue, etc. Il l'a joué, donc moi j'étais un peu déçu. La Coupe de France, il a joué, donc moi j'étais encore un peu déçu. Et même les conditions d'entraînement, parce que je sors de Benoît Costil, Olivier Saurin et Christophe Revel avec qui ont bossé, franchement c'était excellent parce que ça me correspondait à un autre système d'entraînement et un autre trio qui vraiment ne va pas avec moi parce que moi je suis quelqu'un qui doit bosser. Baptiste René, on va dire c'est un talent. Donc ça veut dire que lui, il s'en fiche de bosser, il peut dormir, se réveiller, de faire un gros match. Moi, c'est impossible. Et Enzo aussi, c'était à peu près pareil. Ils avaient leurs qualités qui font que sans bosser, ils n'ont pas besoin de bosser pour être bon. Moi, je suis obligé de bosser matin, midi, soir pour être bon, parce que sinon, même pour être très bon, parce que sinon c'était compliqué. Donc c'est pour ça que c'était une année à Dijon qui était vraiment compliquée pour moi. Vraiment, vraiment compliquée. Justement, est-ce que tu as un sentiment un peu bizarre lorsque tu passes de chez les pros? Là, maintenant, encore une fois, tu côtoies le monde semi-pro, voire amateur. Tu fais des déplacements à Sens, Selongé, Pontarlier, Thiers et j'en passe. Donc, avec parfois des atmosphères, j'imagine un peu, bah, peut-être que tu retrouves l'Angleterre, les insultes, les terrains un petit peu, des fois, bizarres. Raconte-nous un petit peu. Comment tu l'as ressenti? Ben, c'est exactement ça, mais en fait, en Angleterre, les terrains, les insultes, c'est dans le bon sens. Je sais pas si vous Ouais, comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment dans le bon sens pour vraiment te déstabiliser par rapport au match. Je me rappelle, on t'a parlé de Sens, je me rappelle qu'on arrive à Sens, ils voulaient nous frapper, mais dans le vrai sens. Dans le vrai sens, à Sens, ce jeu de mots. Je te jure, et là tu te dis, mais
que je fous là? On est en plein milieu du quartier et ils veulent nous sauter dessus. L'arbitre, il arrête le match. Et ils veulent nous sauter dessus. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'était vraiment dans le mauvais sens. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, c'est mieux, je parle pas, je continue mon match. Je crois que ce match-là, on fait match nul. Et vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? C'est pas que c'est différent de l'Angleterre où même s'ils t'insultent ou ils te jettent pas trop de trucs en Angleterre, mais vraiment ils t'insultent. Tu C'est rigoles vraiment avec pour ça. eux? Voilà, tu rigoles avec eux, c'est Ouais. pour les déstabiliser. Là, à Sens, je me rappelle, c'est parce qu'ils étaient bêtes. Ils ont plus rien, ils en fichent, ils rentrent sur le terrain, ils te frappent et toi, t'es cabossé, tu sais pas pourquoi. Mm. Parce que tu as voulu faire une bonne passe ou parce que tu as marqué un but, tu as célébré. C'était vraiment dans le mauvais sens. Donc, c'est vrai que c'était une année très compliquée, Dijon. En plus, vous étiez une Très, très réserve compliquée. pro, donc attendu, j'imagine, non? Voilà, réserve pro, donc entre guillemets, un petit peu de jalousie. Et tout était dans le mauvais sens. Un petit peu de jalousie, tu te prends pour qui? T'es nul, toi, nanani, nanana, on va te casser la jambe si tu essayes de faire ça. Tu verras que tu joueras jamais avec les pros parce qu'on va te casser la jambe. Oh, c'était compliqué. Donc, on arrive en fin de saison. À ce moment-là, est-ce que tu as des opportunités de partir à l'étranger? Si oui, est-ce que ça te tente? Et si oui, pourquoi ne pas avoir franchi le cap? Après Dijon, non, après Dijon, je me rappelle même plus si j'avais des opportunités de partir à l'étranger. Pour te dire, j'étais vraiment dans le but où j'ai réussi à, enfin, j'ai réussi. J'ai prouvé que je pouvais jouer avec les pros en Angleterre. J'ai prouvé que je pouvais jouer en Écosse. Ça fait 2 ans que je suis en France. Le niveau est meilleur en Angleterre. Pourquoi j'arrive pas à jouer? J'étais vraiment, pourquoi j'arrive pas à jouer en France alors que normalement, je peux jouer normalement les doigts dans le nez. Donc, les opportunités à l'étranger, je sais plus si j'en avais, mais je les aurais même pas regardées. Je voulais vraiment rester en France et prouver que je peux jouer en France, quoi. Et, euh, et c'est de là où Sochaux m'appelle et je signe à Sochaux. Du coup, tu arrives à Sochaux. Si je me trompe pas, tu es deuxième gardien derrière Maxence Prévost. Euh, donc après la 22e journée, il y a un match contre Orléans. T'enchaînes les titularisations. Donc, explique-nous un peu comment tu repasses devant le numéro un s'il y a une blessure, quelque chose comme ça, qui fait, ou juste si tu as gagné ta place. Non, en fait, ce qui se passe à Sochaux, on est un peu pareil que Dijon, on est deux numéros 2. Il y a moi et Max. Ah oui. Il y a moi et Max, on est deux numéros 2, mais c'est vraiment, c'est plus loyal. C'est-à-dire que vraiment, les deux, ils bossent, chacun faisait son banc, etc., etc. Et du coup, le premier gardien, c'était Olivier Werner. Ah Olivier oui, ok. Werner, on joue contre, je crois, Quevilly-Rouen. Ballon en profondeur, il sort, il tacle. Le défenseur, il laisse traîner sa jambe, paf, il lui pète le tibia. Il lui pète le tibia, t'as entendu. Pouah. Bref, c'était un truc de fou. Et vraiment, ligament, comme Djibril Cissé, il a fait 2 fois. Et il lui pète le tibia. Et après, de là, c'est toujours une concurrence loyale. Et on va dans le bureau. Il me prend dans le bureau et il dit, écoutez, on a tranché. Il me dit, écoutez, on a tranché sur toi et Max. Par rapport, encore une fois, comme à Enzo, c'est un petit de la ville. Donc, du coup, Max, il va commencer parce que ça fait des années qu'il est là. Toi, tu viens d'arriver. Je comprends, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, Max, il joue. Je continue à bosser. Et c'est là où on fait des matchs de. Je fais les matchs de coupe, du coup, parce qu'on n'est que deux. Olive, il était out pour la saison. Et je fais des matchs de coupe. Ça se passe plutôt bien. Et en championnat, ça se passe un petit peu moins bien. Et c'est après un match de coupe que Albert Cartier m'a dit je vais te laisser numéro un. Et c'est de là que j'ai joué. Ok. Bon, on va reparler de tes coéquipiers parce que c'est assez fou avec qui tu joues cette saison. Tu fais partie d'une équipe avec de très très gros talents. On a vu Marcus Thuram, Ibrahima Konaté, Franco Nora, Florent Tardieu. Dis-nous si on se trompe, mais les entraînements devaient être sympas quand même avec tous ces talents-là. Euh, ouais, c'était sympa. Après, c'était pas. Franchement, c'était pas les talents qu'on peut voir maintenant. Ibra, c'était encore un jeune. Mhm. Donc, il jouait pas trop. Techniquement, c'était pas s'il a vraiment progressé, parce que techniquement, c'était pas ça. Marcus aussi, c'était pareil. C'était un jeune, il jouait pas trop. Flo Tardieu aussi, il jouait. Lui, il était confirmé. Franck, il jouait pas aussi.
c'était encore un jeune. Donc, tous ceux que tu me dis là, c'était vraiment des joueurs qui jouaient pas encore. C'était des joueurs en devenir parce qu'ils avaient gagné la Gambarde, je crois, l'année d'avant ou 2 années d'avant. Mais c'était pas encore les talents qui sont devenus maintenant. Mais c'était des très bons joueurs. C'était vraiment des très bons joueurs. Mais devant, oui, devant, on était un peu plus expérimenté. Il y avait Andrea Tsima, il y avait Moussa Sao, Ah oui. Florentin. C'était plus les expérimentés qui jouaient que encore les jeunes. Donc, malgré que Albert Cartier, pardon, t'ait fait confiance sur la fin de saison, tu quittes Sochaux. Pourquoi? Pourquoi tu quittes le club alors que sur la fin de saison, tu avais du temps de jeu? Ouais, bah là, on va dire, ça a été le tournant de ma carrière et on va dire le pire choix de ma carrière que j'ai pu faire. Parce que à Sochaux, il me propose de prolonger du coup et d'être stable, d'être numéro un. Et après les matchs de coupe que j'ai fait et les quelques matchs de championnat, la dizaine de matchs de championnat que j'ai fait quand j'ai terminé la saison, il y a l'OM qui m'appelle. L'OM qui appelle le club carrément. Et mon entraîneur des gardiens me dit, écoute, Sochaux, je le vois pas redevenir le club de Ligue 1 que c'était avant. Si j'étais toi, je partirais à Marseille. Je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, franchement, je te conseille pas de rester à Sochaux, parce que l'entraîneur des gardiens était à Sochaux à l'époque où ils étaient vraiment en Sochaux de Ligue 1. Après, il est parti à l'étranger et il est revenu à Sochaux quand ils étaient en Ligue 2, du coup. Donc, il m'a dit, je reconnais pas mon club, etc. Euh, je pense pas que ça va redevenir le club de Ligue 1 que c'était avant, le club limite qui jouait à l'Europe et tout. Donc, si chez toi, je vais à l'OM. Et je dis, OK, écoute, pas de souci. Donc, du coup, les discussions se lancent avec l'OM et tout, etc. Et de là, j'ai un petit souci avec mon agent. J'ai un petit souci avec mon agent qui, par rapport aux sous, ou je sais pas quoi, bref, c'est des petits trucs d'agent. Donc, du coup, je m'embrouille avec mon agent et, je parle du coup à un autre agent qui habite à Montigny, du coup, que je connais. Et c'est de là que je lui dis, écoute, il y a l'OM qui me veut, je me suis embrouillé avec mon agent, est-ce que tu peux régler cette affaire? Il me dit, il n'y a pas de problème, en plus, je connais bien Zoubiza Barreta et tout. Je dis, bah, tant mieux, parce que l'autre agent, j'ai pas envie de travailler avec lui. Il me dit, ok, et du coup, il parle à Zoubiza Barreta, on fait des rendez-vous, ils se parlent les deux au téléphone, moi je leur parle, je parle à Stéphane Cassard, et après ils disent on fait venir Balotelli, on fait revenir Mandanda, et après on s'occupe de Chris, on le veut toujours et tout, etc. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Les jours passent, les mois passent, ça se fait pas, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai de moins en moins de nouvelles de l'agent, c'est un petit jeune de chez moi, plus âgé que moi, mais c'est un jeune agent de chez moi à qui j'ai donné ce deal-là. Et, et les mois passent et au final, il n'y a pas eu ça. Sochaux a repris un gardien à ma place, du coup, parce que moi, je leur avais dit que je n'allais pas rester. Et au final, même, ça se fait pas. Et là, c'était vraiment le coup de massue. Parce que du coup, tu te retrouves sans projet au final. Ouais, je me retrouve sans projet. Je vais au PFC d'abord l'été parce que l'OM, ça prenait tellement de temps à se faire. Le PFC m'appelle. Donc ils me disent, ouais, est-ce que tu voudrais venir chez nous? Moi, je suis honnête, je dis, écoutez, il y a l'OM qui me veut, je suis en train de négocier. Ça prend du temps, donc je pense pas que je vais venir. Il me dit, mais viens quand même faire le stage de prépa en juillet. Viens quand même faire le stage de prépa. Et après, tu vois, en attendant, ça se trouve, si l'OM se fait pas, au moins, tu as un truc. Je dis, OK, donc moi, je vais au PFC, je fais le stage de prépa, mais vraiment dans ma tête, comme si c'était un stage d'entretien, tu vois. C'était même pas comme si il y avait des chances de signer au PFC. Et au final, je fais le stage de prépa avec le PFC. Ils me disent, on veut te faire signer. Je dis non, quand même. Parce que j'attendais encore sur l'OM. Et c'est de là où je reste 6 mois sans En club. club, du coup. Donc, c'est-à-dire que je suis passé de tout, quelques mois, à rien. Et c'était vraiment chaud, c'était vraiment compliqué. Et du coup, en janvier, il t'appelle? Il te rappelle? Exactement. Du coup, en janvier, il me rappelle. Et Michael Bouli, l'entraîneur du gardien, franchement, un bon mec, il me dit, écoute,
Je sais que, parce que limite, je les avais pris de haut parce que je sortais d'une saison où on bat Dijon, quoi, mon ancien club contre qui j'ai joué, à qui j'avais tout approuvé. On les bat au penalty, on bat l'OM au penalty, on perd contre Monaco au penalty. Et je dois signer à l'OM, donc je pars limite quand il m'a proposé le PFC en juillet, je les prenais limite de haut, mais sans m'en rendre compte, parce que je reste quand même quelqu'un de humble et tout. Mais je les prenais de haut sans m'en rendre compte. Et en janvier, il me rappelle, il me dit, écoute, je sais, il me rappelle en janvier, il me dit, écoute, je vais pas prendre en compte le fait que tu nous as pris entre guillemets de haut en janvier. Je sais que tu es jeune, je sais que les heures, ça arrive. Donc, si tu veux, je te repropose quand même de venir en janvier. C'est de là où je signe au PFC. Donc, comme on l'a dit, après 6 mois libres, tu signes au Paris FC. Comment tu arrives à garder la motivation de jouer en N3 après avoir enchaîné les bonnes performances en Ligue 2? On sait que tu as retenu les conseils de ton coach en Écosse et en Angleterre. Donc là, il te Mhm. resserve à cette période-là? Bah, c'était compliqué encore. Je retourne sur une. Je prends tellement un coup de marteau. Franchement, je sais même pas si je fais une petite dépression pendant ces 6 mois parce que je me rappelle, je restais dans mon lit toute la journée, même parce que tous mes potes, du coup, ils jouent au foot, donc même les snaps dans les vestiaires et tout, j'essayais de pas les regarder, les trucs bêtes, vraiment les trucs à l'entraînement, je suis fatigué avec l'heure, et même ça, j'ai essayé d'esquiver de regarder tellement j'étais dégoûté. Et du coup, comme je t'ai dit, il me rappelle quand même l'entraîneur des gardiens en janvier, il me dit les erreurs, ça arrive, je sais que t'es jeune, je, compte- je calcule pas, en gros, je veux quand même te reprendre, donc je signe au PFC avec un projet, pareil, c'était Vincent de Marconnet qui était sur la fin aussi, du coup. Enfin, je pensais qu'il était sur la fin, du coup, et, parce qu'il avait 38 ans. Donc, je signe au PFC en me disant que j'allais jouer assez vite. Mais après, le truc, c'est que Vince, il faisait toujours des bons matchs. Toujours des bons matchs. Chaque match, je sentais que le club était derrière moi, que même le président était derrière moi. Mais tu pouvais pas l'enlever parce qu'il faisait des bons matchs. Il était bon, donc tu comprends qu'il est obligé de rester. On atterrit même jusqu'au barrage de Ligue 1. On perd contre Lens au penalty, donc il était compliqué à enlever. Moi, je fais quand même les matchs de Coupe de France. Je fais un match de Ligue 2 quand Vince est blessé. Hein, quand Vince s'est blessé. Mais c'était compliqué à jouer parce que Ligue 1 il était bon. Donc du coup, je me retrouve à faire, euh, à faire une saison sur le banc et à jouer les coupes. Donc ouais, c'était compliqué. On va revenir donc là, donc là, il y a eu les 6 premiers mois où tu étais sans enfin, comment dire, de la saison 2017-2018 qui se termine. Donc tu repars logiquement sur une nouvelle année au Paris FC. Donc là, si je me trompe pas, il y a un gros recrutement de la part du club qui a vraiment l'ambition de jouer la montée. On a des Romini Kwame, pardon, Thomas Touré, Romain Perrault ou encore Jonathan Pietroipa. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? C'est un joueur qui est souvent décrit par ses anciens coéquipiers pardon, comme un grand dribbleur et qu'ils décrivent comme un joueur qui n'a pas eu forcément la carrière qu'il méritait. Est-ce que toi, enfin, quel est ton ressenti par rapport à lui? Sur qui? Sur Pete? Ouais. Sur Pete, c'est un joueur qui fait peur. C'est un joueur qui fait peur parce qu'il est comme ça. Mais quand je te dis comme ça, c'est vraiment comme ça. Il a des jambes fines comme mon bras. T'as l'impression qu'ils vont dès s'il prend un duel, ça on va se casser. Mais lui aussi, techniquement, il était tellement à l'aise que franchement, c'était étonnant. Tu le vois jouer, c'était étonnant parce qu'il a une manière de jouer qui, sur les petits périmètres, il s'en sort toujours. Tu peux être à 3 4 sur lui, il va toujours s'en sortir. Et ouais, techniquement, franchement, c'était affolant. C'était vraiment affolant. Et après, ouais, je pense qu'il aurait quand même pu faire une meilleure carrière. Après, je trouve qu'il a eu une bonne carrière quand même. À Rennes, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'il aurait pu aller au-dessus parce que techniquement, c'était incroyable. Franchement, un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, je pense. Facile. C'est cette saison que tu honores ta première sélection avec la Guadeloupe, si on ne se trompe pas, contre la Martinique, une défaite 1-0. Mhm. Donc explique-nous ton choix, comment tu as été contacté et l'atmosphère autour de la sélection. Ouais, sélection, je fais ma première sélection parce que ils avaient
un gardien, mais c'était un gardien local. Et la sélection essayait de grandir. Et c'était Mika Alphonse que j'ai côtoyé à Sochaux qui m'appelle, qui dit, écoute, la sélection essaie de grandir, est-ce que ça te dirait de faire une sélection avec nous? Moi, dès que j'entends ça, je dis, oh, pourquoi pas, hein, c'est une expérience en plus. Il me dit, franchement, les conditions sont bonnes, tu vas chez toi, parce que moi, j'allais en Guadeloupe avec mes parents de 1 an à mes 16 ans, je crois que je suis en Angleterre, bah, tous les étés pendant 2 mois, je connaissais que ça comme vacances. Donc, j'allais pas être dépaysé. Et donc, après, c'est Jocelyn Angloma, du coup, qui me contacte, qui me dit, écoute, est-ce que tu voudrais venir avec nous? On a des échéances, on essaie de faire grandir la sélection, on a un peu plus de sous, donc on peut prendre des joueurs qui jouent en Europe, etc. Et donc, du coup, c'est là où je fais ma première sélection et que j'arrive là-bas. Et ouais, on joue la Martinique en plus, derby. Gros derby là-bas, il y avait du monde au stade et tout, on perd 1-0. Mais franchement, c'était une expérience de fou. Moi, j'ai kiffé. Et c'est de là, après, je fais plusieurs sélections et qu'on essaie de grandir petit à petit. Il y avait des Dimitri Foulquier, il y avait Mika Alphonse. On était plusieurs à jouer en Europe à des niveaux différents. Il y a des beaux noms quand même. Bah, notamment le coach d'ailleurs, justement, Jocelyn Angloma, grand joueur. Est-ce que c'était un bon coach aussi? C'était un bon coach, franchement, très humble, limite trop humble. Parce que des fois, il était tellement patient et calme avec toi, que tu faisais des bêtises ou pas, que limite, des fois, j'avais envie de dire, mais. Et Jocelyn Bloma crie dessus, en fait. Mais non, lui, il était toujours calme, apaisé. Il est toujours calme, en fait. Ouais, il est vraiment toujours calme. Ça devait être. Je ne l'ai pas trop côtoyé parce que j'étais trop jeune pour le voir jouer comment il était, parce que pourtant, il était dur sur l'homme. Mais ouais, c'est vraiment un coach calme qui essaie de t'expliquer les choses, qui t'apprend les choses, qui s'énerve rarement. S'il se voit t'énerver alors que limite, t'écoutes pas ce qu'il dit, ben lui, il va quand même rester calme. Tu dis que n'importe quel autre coach aurait pété un plomb. Lui, c'est quelqu'un de très calme et non, franchement, un bon coach. Une mentalité différente, par exemple, qu'Albert Cartier, qui, même si tu es d'accord avec lui, il va te sauter dessus. Il va te sauter dessus. Mais non, franchement, c'est un bon coach aussi. D'ailleurs, comment tu vois le développement de la sélection guadeloupéenne? C'est de bonne augure pour le futur? Il y a des bonnes, c'est bien structuré? Au niveau des structures, c'est pas l'Angleterre, encore, c'est sûr. Mais un bon terrain, ils ont refait les nouveaux synthétiques, là. Euh, les conditions là-bas, elles sont dans un bel hôtel, il fait chaud, t'as vue sur la mer, franchement, tout est bien. Même l'avion, ils prennent ton billet d'avion, t'es en première classe, franchement, ils font ils font tout bien. Après, c'est vrai qu'il peut-être qu'il manque, on n'a pas encore les conditions d'Europe, c'est-à-dire tout ce qui est récupération, etc., balnéo, récupération, jacuzzi, bain froid, bain chaud, etc. Ça, c'est toi qui dois le faire à ton hôtel. Mais sinon, franchement, c'est vraiment en devenir. Après, la Guadeloupe, ça reste français. Donc, du coup, malheureusement, on pourra jouer que la Gold Cup et jamais encore les compétitions internationales comme la Coupe du Monde et tout. Parce que ça reste un pays français, mais c'est déjà des bonnes compétitions à jouer. Donc, ouais, ça grandit petit à petit, quoi. Là, on parle de la sélection, mais si on parle de l'île en elle-même, le football local, nous, par exemple, on a déjà interviewé un joueur qui s'appelle Noah Faubourg, qui est réunionnais. Et du coup, par rapport aux Outre-mer, il nous a dit que quand tu viens de la Réunion, c'est un petit peu plus dur de percer, de se faire voir quand tu n'es pas en métropole. Et puis, il nous disait que les locaux à la Réunion, ils avaient un petit peu le mal du pays, j'ai envie de dire. Quand ils partent, ça leur manque, leur pays. Est-ce que tu penses qu'il y a un petit peu la même chose est-ce que c'est comparable avec la Guadeloupe, tu penses? Non, je pense pas parce que la plupart des joueurs guadeloupéens qui sont en métropole ou en Europe, la plupart, ils ont grandi, ils sont nés ici. Ils sont nés en métropole ou nés en Europe. Il y en a eu quelques-uns, comme Thomas Lemar, par exemple, qui est guadeloupéen, né en Guadeloupe et qui est venu en Europe, mais ceux-là, ils sont rares. Donc, le plus souvent, ils sont nés ici, donc ils connaissent plus la France, limite, que la Guadeloupe. La plupart des joueurs qui étaient en sélection avec nous. Donc, non, je pense pas qu'ils ont le mal du pays pour partir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui partent en vrai.
La plupart, ils sont déjà en métropole, quoi. Il y a beaucoup de Guadeloupéens en France, donc c'est pour ça que si on regarde les Lacazette, Martial, etc., ils sont tous nés en France, hein. Donc ils ont pas trop le. Je l'ai pas ressenti en tout cas, moi, ça. Ok. Mais d'ailleurs, il nous a dit que le niveau des locaux à La Réunion, dis-nous si c'est la même chose pour la Guadeloupe, même si tu n'as jamais joué en club, seulement l'été, et même si tu côtoyais des locaux avec la sélection, c'était comparable avec le niveau de l'Île-de-France, niveau vivier. Tu partages cet avis ou pas? C'est juste qu'ils ont moins de chance, Euh, comme c'est loin de la métropole, ils ont Moins de peut-être ouais, visibilité, moins de etc. visibilité. ouais, après, c'est sûr qu'on avait quelques locaux, allez, 4-5 que tu leur dis, et pourtant le niveau le plus haut là-bas, c'est R1, mais il y en a 4-5 que tu leur dis, ils peuvent être dans un groupe Ligue 2 normal. Oui. Si c'est pas plus, c'est sûr qu'il y a des, comme partout, hein, il y a des talents, les stars de là-bas, quoi. Et c'est vraiment des très bons joueurs. Mais après, le niveau général, c'est vrai que le championnat, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas eu, on n'a pas eu le temps de. Quand on est en sélection, il n'y a pas de match championnat, du coup, donc j'ai pas eu le temps de voir des matchs du championnat. Mais c'est vrai que nous, en sélection, les locaux qu'on a, on en a 4-5 que tu te dis, ouais, ils peuvent être dans un groupe, ils peuvent être dans un groupe Ligue 2 au minimum. Facile, je pense. Justement, tu vois, ma question, c'était un petit peu plus ça. Pourquoi ces joueurs-là, ils ont le niveau d'être plus haut, mais ils sont toujours en Guadeloupe, tu vois? Pourquoi ils Mhm. n'arrivent pas à passer le step? Bah, à mon avis, c'est les opportunités. Il y a entre les opportunités et ceux qui veulent pas quitter le pays. Ça fait parce qu'en France, à cet âge-là, encore en jeune, si, il y en a plein, bah, comme Thomas Lemar et tout, qui réussissent. Mais arrivé à un âge un peu plus mature où c'est pro ou rien, quand le plus souvent tu vas dire à un club de Ligue 2, lui il joue en R1 en Guadeloupe, c'est rare qu'on va dire vas-y on l'essaye. Ça, c'est des choses qui sont plus à l'étranger, surtout en Angleterre où limite toi, moi ou vous deux, vous allez toquer à la porte, écoutez, je suis fort, essayez-moi, ils vont te dire vas-y, viens. Mais en France, ça se fait pas trop. En France, c'est surtout par rapport au CV, par rapport à plein de choses. Donc, c'est surtout, à mon avis, les opportunités. Après, je pense que la plupart, s'ils ont l'opportunité, ils vont pas te dire non, j'aime trop la Guadeloupe, je vais rester en Guadeloupe, alors qu'ils peuvent aller en Ligue 2 ou en Ligue 1, tu vois. Mais je pense que c'est plus les opportunités. C'est plus quelque chose que tu repères jeune qu'à un âge professionnel où tu dois être en pro, quoi. Ok. Donc, pour reparler de ta carrière en club, vous faites une très bonne saison avec le PFC. Vous finissez quatrième et vous jouez les playoffs d'accession à la Ligue 1. Vous recevez Mm. donc le cinquième, qui est le RC Lens. Tu es présent sur Ouais. le banc. Raconte-nous Mm. l'atmosphère autour du match, son issue. Ouais, franchement, tu veux que je te dise la vérité? Ce match-là, on était à l'extérieur. Je te jure, ce match-là, on était à l'extérieur parce que nous, déjà, à Charletti, c'est pas connu pour les supporters. Là, il y en a un peu plus quand même. Mais à notre époque, on s'attendait pas à être là déjà. C'était vraiment un concours de circonstances qu'on a fait une grosse saison. Vince a fait une grosse saison, les joueurs ont fait une grosse saison. Le recrutement était bon, etc. Donc, on s'attendait pas à être là. Lens s'attendait à être là. Ça se voyait. Donc, ils ont rempli le stade. Donc vraiment, on était à l'extérieur, parce qu'il y avait plus de Lensois que de Parisiens, ouais, alors qu'on devait jouer alors qu'on joue à domicile. Et ouais, on perd 1-0, on égalise dans les dernières minutes et on perd au penalty, mais c'était un match de fou, vraiment un match de fou. Ouais, c'était un match, ouais, ça nous préparait à la Ligue 1 pour celui qui allait monter, quoi. Après, donc là, c'est fin de saison pour vous. Euh, Après, vu que justement, toi, tu t'attendais plus à une fin de carrière de Marconnet, au final, tu te rends compte que il est toujours là, il est toujours présent. Donc, qu'est-ce que tu arrives dans quel esprit pour la saison d'après, donc 2019-2020, sachant que tu sais pas trop, enfin, je sais pas si tu sais ce qu'il en est ou pas. Bah, j'arrive dans le même esprit que j'avais. Est-ce qu'il va être encore là? Ça, on ne peut pas savoir. Il était là l'année d'après. Est-ce qu'il va l'être encore? Parce qu'il rentrait, je pense que c'est 38 ou 39 ans, là, du coup. Donc, tu te dis que, il va, il va lâcher. Tu dis, il va lâcher. Donc, c'est à toi
de faire le boulot. Au final, il était encore là. Il était encore là, le vieux, hein. Hmm. Et, et du coup, ouais, c'était un petit peu compliqué parce que je pense que le club a ressenti que j'allais pas être celui qui allait l'enlever de sa place. J'allais pas être celui qui allait l'enlever de sa place parce que on s'entendait bien avec Vince, on bossait bien, on se voyait en dehors. Donc limite, le club a ressenti que je pense que j'allais être celui qui allait continuer à le faire progresser alors que le club cherchait déjà un gardien d'avenir. Donc ils m'ont fait comprendre et ils ont pris un gardien encore d'ailleurs, ils ont pris Anthony Maisonial Hmm. qui, qui cherchait aussi lui à jouer, etc. Donc le club est venu me le dire. Donc je n'étais pas très d'accord avec cette décision, mais bon, je l'ai accepté. Et du coup, ça a été pareil pour lui, hein. Il a essayé, on lui a fait faire quelques matchs, mais à la finale, c'est Vince qui a joué parce qu'il il était là. Quand quelqu'un est bon, bah, tu peux rien faire, hein, mais c'est le terrain qui parle, quoi. Et donc, du coup, c'est de là où je me dis, tu sais quoi, au lieu de refaire une saison comme ça, j'ai envie de jouer. J'ai une opportunité en prêt à Cholet. C'est là où j'ai eu une opportunité en prêt à Cholet, où le président m'appelle, il me dit, écoute, on a Steve et Lana. En fait, j'ai l'impression, en refaisant ma carrière, j'ai Encore une l'impression fois, que ouais. c'est les mêmes histoires à chaque fois. Et là, j'ai Steve et Lana qui, très grand gardien, très grand nom, mais qui est sur la fin. Moi, avec Cholet, j'ai des ambitions de remonter en Ligue 2, donc il me faut un gardien plus jeune qui va jouer, qui va me faire le boulot, quoi. Et donc du coup, c'est là où j'arrive à Cholet en prêt. Donc le temps que je m'adapte et tout, Steve Elana, il fait les premiers matchs comme c'était lui qui jouait. Et je m'en rappelle que le président, il me dit, il m'appelait tous les soirs après le match. Il me dit non, t'inquiète, tu vas jouer. Bon, Steve Lana était bon, mais t'inquiète, tu vas jouer et tout, nanana, tu vas jouer, tu vas jouer. Jusqu'à qu'un jour, Steve Lana a fait un mauvais match et il m'appelle. Il me dit, écoute, Chris, j'attendais que ça, le prochain match, tu joues. Je dis, ok, y a pas de problème, président et tout. Il me dit, prochain match, tu joues et tout. Je l'ai dit au coach, le coach est d'accord, le coach vient me voir. Il me dit, écoute, t'as parlé au président? Je dis, oui, donc prochain match, c'est toi et tout. Paf, Covid. Non. Ouais. Covid. Et je te jure que c'était 10 jours avant. Et je me rappelle, il y avait une trêve, donc ça fait le week-end où je ne jouais pas. Donc il me l'a dit 2 semaines avant, il m'a laissé 2 semaines pour me préparer à faire ce match-là. Mm. Le Terrible. week-end, Covid. Du coup, plus de match. Mais non, vas-y, vas-y, Vas-y. vas-y. Donc, comme tu joues pas, et avec ta situation compliquée au Paris FC avant, comment tu le vis mentalement, en plus avec le Covid, ça doit être dur mentalement, comment tu l'as vécu toi? Bah, c'est vrai qu'il y a des périodes où tu te dis, il y a rien pour toi, hein. Depuis cette décision que tu as pris d'aller à l'OM et pas de prolonger à Sochaux, tu as l'impression que tout tombe sur toi et tout, et ça continue et ça s'arrête pas. Et comme je suis quelqu'un d'assez croyant, heureusement, du coup, je me suis dit que bon, si c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et pas autrement, tu vois. Mais c'est vrai que tu as l'impression que tout tombe sur toi et tout, et ça retombe, et tu te dis, ah, mais ça va remonter un jour. Il pleut pas tous les jours, quoi. Mais il pleut, il pleut, il pleut. Et donc, du coup, ouais, c'était compliqué. Après, il y a eu le Covid. Et donc, du coup, j'étais en fin de contrat avec le PFC. Et donc, du coup, je savais que j'allais pas prolonger, du coup, parce que par rapport au fait que j'arrive à Cholet, je crois, j'ai fait un mois et demi, ou j'arrive fin janvier, je crois, un truc comme ça. Et le Covid, c'était vers fin mars, avril, un truc comme ça. Sachant qu'il y avait la trêve de mars. Donc, du coup, Steve avait peut-être fait 5 ou 6 matchs le temps que je m'adapte. Et quand je devais jouer, j'ai pas joué. Donc, je savais que j'avais pas prolongé au PFC. Donc, du coup, tu dis, ouais, ça continue à descendre, à descendre, à descendre. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué, quoi. Tout ça à cause d'une décision, soit parce que je voulais trop aller à l'OM, soit parce que je voyais trop grand, soit peu importe c'est quoi, mais à cause d'une mauvaise décision, quoi. Déconfinement, tu es plus sous contrat avec le PFC et Mm. tu restes sans club pendant un an, si je me trompe pas. Ouais. Mm.
Du coup, pendant cette longue période, tu fais quoi? Tu gardes la forme? Est-ce que tu as des opportunités? Et puis mentalement aussi, comment tu es pendant cette année vierge? Bah, là, comme c'est je fais plus, entre guillemets, la petite dépression que j'ai faite dans les 6 mois que j'ai pas eu de club. On va dire que j'étais déjà forgé mentalement. Donc, et pourtant, ça continue, hein, je vais t'expliquer, ça continue parce que de là, je dois signer en Turquie. Mm. Je dois signer en Turquie dans une D1. Et pour aller en Turquie, il faut passer par un agent turc. Donc, l'agent français est obligé de passer par un agent turc, mais pas le faire seul. Et donc, du coup, j'arrive en Turquie pour signer, etc. Je prends l'avion de Paris à Istanbul. Un chauffeur me récupère pour aller à l'autre aéroport d'Istanbul et pour voyager vers ce club. Donc, le chauffeur me récupère, je prends l'autre avion pour aller vers le club parce qu'il était loin d'Istanbul. Et j'arrive au club et tout, il m'installe, il me dit bienvenue, il me montre les installations et tout. Ça, c'était ouais, l'été. Et il montre les installations. Le lendemain, je les regarde à l'entraînement et tout. Et il me présente, il me dit écoute, ça va être Dino, le nouveau gardien de l'année prochaine, etc. Je dis ok et tout. J'arrive dans le bureau pour signer le contrat. Mon agent français et l'agent turc, ils tombent pas d'accord sur leur clause à eux. Ils tombent pas d'accord. Les Turcs, ils aiment pas ces trucs-là. Retour au bercail. Et en 72 heures, j'ai pris 4 avions pour rien. Et donc, du coup, je suis rentré à Paris. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce qui se passe, c'est un film, tu vois. Et donc, de là, je signe pas en Turquie, mais après, c'est là où quand même je reste en forme parce qu'il y a entre les opportunités qui peuvent se faire, donc, entre guillemets, qui te motivent et tout. Et, donc, du coup, je reste en forme, je m'entraîne sur Paris, je m'entraîne avec Sanois Saint-Gratien en plus, du coup, j'ai connu ce club, j'ai appelé directeur sportif, j'aimerais bien rester en forme et tout chez vous. Et je m'entraîne à Sanois Saint-Gratien toute la saison. Après cette saison où tu gardes la forme, comme tu l'as dit, à Sannois, tu rejoins le SC Toulon Mm. en N2, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, du coup, ouais, à ce moment-là, t'es dans l'esprit de je prends tout ce qui vient. Ouais, parce que j'avais plusieurs offres en N2, mais franchement, je ne me voyais pas aller en N2. J'en avais plusieurs, j'en avais peut-être 5 6 en N2, mais je me voyais vraiment pas retourner en N2 parce que je connaissais pas le niveau. J'arrivais là-bas en tant que quand je jouais en N2 ou en N3, c'était toujours en tant que parce que tu es en réserve pro, on va te casser la jambe. Et que là, je me dis que j'allais passer de l'autre côté et dire aux petits jeunes, toi, tu crois que tu vas jouer en pro, on va te casser la jambe. Donc, j'arrivais pas à faire la transition jusqu'à que Toulon m'appelle et que c'était Gentil Gana, directeur sportif à ce moment-là. Et Gentil Gana, il me dit, écoute, on a un projet avec Toulon, parce que Toulon, c'est un peu comme le Red Star, c'est les anciens clubs qui étaient en Ligue 1 avant, les gros clubs. Il me dit, écoute, on a un projet, retournant en Ligue 2 dans les 3 ans. Est-ce que ça t'intéresserait? Et moi, ma femme, elle est du Sud. Donc, en plus du projet, en plus que ça soit un club avec de bonnes infrastructures, des supporters avec un projet sportif, je vais à côté de là où ma femme vit, donc elle aussi va être, entre guillemets, heureuse. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer? Et c'est de là où je signe à Toulon. Pendant ces matchs à Toulon, tu as pu jouer contre des réserves de clubs pro, donc des joueurs pour la plupart jeunes mais talentueux qu'on connaît actuellement, donc Ben Seguir et Bilal Nadir avec Marseille, Akliouche avec Mm. Monaco et même Marcelo avec Lyon. Mm. Il sortait du lot pendant les matchs? Euh, franchement, je vais être honnête avec toi, non. Non, parce que c'était vraiment... C'était des bons joueurs. Tu le voyais que c'était des bons joueurs, mais tu sais, la N2 et surtout la poule sud, c'est de la boxe. Mm. C'est vraiment de la boxe. Donc ça veut dire que les petits, ils ont plus peur de se blesser, tellement ils se font insulter avant, après. Et comme je t'ai dit, c'est des mauvaises insultes. C'est vraiment des trucs... c'est pas, ils disent, je vais te casser la jambe et peur. C'est vraiment, je vais te casser la jambe. Après, ils viennent se mêlent sur toi, tu vois. Donc les réserves pro...
on savait que limite c'était des matchs gagnés directement, que ce soit Lyon, Marseille et Monaco. Enfin, Nice, si c'était pas là, c'était un N3. Mais les trois réserves pro qu'on avait, on les a battus aller-retour parce qu'ils jouaient avec la peur, en fait, contre nous. Donc, du coup, tu voyais pas l'étendue de leur talent que tu vois en Ligue 1, par exemple. C'était juste ça la différence. Eux, ils savaient que c'était dans le groupe pro qu'ils redescendaient. Je vais pas aller me blesser en National 2, quoi. Et nous, on jouait de ça, donc du coup, on savait que c'était ça qui leur faisait peur, donc on les attrapait bien avant le match. Donc non, c'est comme ça. À la sortie du bus, déjà, tu sais déjà. Donc ils s'habillaient avec la peur, déjà. Tu remets une petite couche à l'échauffement. Tu remets une couche dans le couloir avant l'entrée. Et là, tu sais que tu les as perdus. Et on les a battus, je crois, 3-0 facilement, je crois. 3-0, 1-0, aller-retour. Donc du coup, là, j'étais passé de l'autre côté, quoi. Tu dis ça se confirme parce qu'en plus, je crois que c'est cette année-là que la réserve de l'OM et de Monaco descendent. Donc, ouais, Exact. effectivement, poule Exact. très compliqué. Mm. Du coup, à la fin de cette saison en N2, tu vas prendre un grand virage à 180 degrés. Puisque... 360 même. Hmm. Ouais, ouais. Ça va même pas dire. Tu changes totalement de pays, de continent. Mm. Euh, donc, je vais te laisser nous en parler, comment ça se fait et nous dévoiler donc, où tu arrives. Ouais. J'avais signé un contrat de 2 ans à Toulon, donc il me restait un an. Et l'été, je reçois un coup de fil d'un agent qui me dit, écoute, Chris, j'ai une opportunité pour toi, tu vas me trouver fou, mais ça peut être intéressant. Et là, il me dit l'opportunité, et là, je lui dis, mais je vais pas te trouver fou. T'es fou, t'es un vrai fou, t'es confirmé. Et c'est là, il me dit, ouais, je sais, écoute, t'as une opportunité à Djibouti. Je lui dis, c'est où? Il me dit, il me dit, écoute, c'est en Afrique, mais collé au golf, où tu peux jouer et le championnat, et la Ligue des champions africaine, et la Coupe arabe, du coup, là où tout le monde est parti en Arabie Saoudite, donc tu peux jouer contre eux. Là encore, je lui dis, t'es un grand malade. Je suis à Toulon, il me reste encore un an de contrat. Qu'est-ce que je vais faire à Djibouti? Est-ce qu'il y a des ballons? Est-ce qu'il y a un terrain de foot? On joue avec quoi là-bas? C'est quoi? Et il me dit non, en fait, c'est un nouvel investisseur qui est là-bas et en gros, qui a investi sur ce club, qui a pris des grands joueurs, bon, sur la fin, mais quand même des grands joueurs. Il me dit Alexandre Song, il me dit il y a Alain Traoré et il y a Salomon Kalou, du coup les plus connus, qui sont là-bas. Je peux te mettre en contact avec eux si tu veux. Et moi, je connaissais Alexandre Song de mon agent. Donc, je lui dis, écoute, ok. Donc, Alex, il m'appelle. Et il me dit, écoute, Chris et tout, ouais, je sais que c'est bizarre. Moi, quand on me l'a dit, parce que je l'appelle, je lui dis, Alex, c'est sérieux cette histoire-là? Il me dit, il me dit, ouais, je sais que c'est bizarre. Moi, quand on me l'a dit, j'étais pas très chaud, mais là, ça fait un an que je suis là. Et franchement, ça va, c'est pas mal. Je sais que tu as connu mieux, mais franchement, c'est pas mal. Il essaie de monter un grand truc. Et même financièrement, je sais que tu vas être plus aisé que là où tu es au Sporting. Donc après, il discute, on discute, on discute. Je réfléchis, je parle avec ma femme. Je lui dis, écoute, j'ai reçu une offre et tout, mais j'ai même pas envie de te dire où. Tu vas me prendre pour un fou. Et elle me dit où? Je lui dis à Djibouti. Elle me dit, je te prends pas pour un fou. T'es fou, c'est où? Donc ma femme parano, elle me dit, mais t'es sérieux, tu vas aller là-bas? Je dis, ben, regarde l'offre, elle est assez intéressante, etc. Donc femme, elle fait des trucs de femme, elle va sur YouTube, elle met Djibouti, elle commence à voir que des oiseaux, de la terre, du sable. Elle me dit, mais attends, mais il y a une ville là-bas, il y a à manger, on va faire comment? Et c'est vrai que sur YouTube, tu trouves rien sur là-bas. Et après, donc du coup, elle continue à regarder, je continue à me renseigner et tout. Et au final, je prends la décision de dire au Sporting, écoutez, parce qu'à ce moment-là, il y avait Yo, Cardinal, qui était là, à l'essai. Et ils n'allaient pas le prendre c'est parce qu'on était déjà deux, quoi. Oui. Et Yo, il voulait revenir, retrouver un projet, etc.
Donc, c'est là où j'ai pris la décision d'appeler le président et de lui dire, écoutez, président, si, est-ce qu'on peut faire une rupture de contrat à l'amiable? Je vais pas vous laisser en galère, parce que je suis assez proche du président quand même de Toulon. Je vais pas vous laisser en galère, je sais que Yo est là. Donc, il me dit, Chris, t'es sûr et tout, nanani. Il me dit, bah écoutez, j'ai eu cette opportunité et tout, ça peut être intéressant. J'arrive à un âge où peut-être je peux peut-être un peu plus penser à l'avenir. Mais en tout cas, je serai toujours derrière vous et si ça se passe mal, ben, s'il faut revenir, je serai là. Et il me dit, Chris, écoute, si tu dois revenir, je serai le premier à te prendre et tout. Ça s'est bien passé, t'es un bon gardien, etc. Donc, du coup, on fait une rupture de contrat à l'amiable. On fait les valises et paf, fin juillet, direction Djibouti. Ça s'est bien passé ton intégration? T'as réussi quand même à t'intégrer facilement? À Djibouti, bah, déjà, c'était compliqué parce que j'arrive là-bas, euh, 45 degrés. Désert. J'arrive J'arrive là-bas 45 degrés et après, franchement, c'est vraiment parce que je voyais sur YouTube, parce que c'est juste que c'est pas un pays qu'on voit sur les réseaux, mais franchement, pays magnifique, t'es sur la côte, t'as la mer, t'as 1 heure du Golfe, donc tout ce qui est Dubaï, etc. Franchement, un beau pays. Après j'arrive, le terrain, c'est vrai qu'il était un peu dur, c'était compliqué. Je pouvais l'arroser toute la journée, il fait 50 degrés, donc quoi qu'il en soit, quand je plongeais, j'avais des bosses de partout. Mais au début, c'était compliqué, mais après, j'ai eu un petit temps d'adaptation et ça s'est bien passé. Ils ont tout fait en sorte pour me faciliter là-bas, donc franchement, c'était cool. Euh, Déjà, toi, tu vivais où là-bas? Et comment ça se passe la vie là-bas à Djibouti? Bah, ils m'ont mis à l'hôtel. J'étais à l'hôtel avec ma femme pendant peut-être un mois. Et après, ils m'ont tout fait. Ils m'ont donné une maison, ils m'ont donné une voiture. Euh, Et après, la vie là-bas, c'est un peu différent que la France, du coup, parce qu'il fait chaud, il fait trop chaud. Donc, du coup, tu t'entraînes tous les soirs à 18h. La nuit se couche tôt, donc à 17h30, 18h, il fait déjà nuit. Donc, nous, on commençait les entraînements à 18h, on jouait les matchs à 18h. C'est un pays musulman, donc du coup, pendant le ramadan, tu jouais un peu plus tard, tu t'entraînais un petit peu plus tard. C'est vraiment un autre fonctionnement. Il y a même des fois où on s'entraînait à 6h du matin. Ils s'arrangeaient avec nous, ils disaient, est-ce que vous préférez le matin ou le soir? Mais c'est pas le matin ou le soir comme en France, c'est-à-dire 10h ou 16h. C'est soit 6h du matin, soit 19h. Et donc des fois, on s'entraînait même à 6h du matin. Et ouais, c'était différent, mais tu t'adaptes. Franchement, ça va. Et d'ailleurs, dis-nous si t'as pas envie de répondre, mais pour les modalités salariales de ton contrat, juste un ordre d'idée comparé à, par exemple, à Rennes, tu touches plus, moins, Ouais, autant? j'étais à plus qu'à ouais. Si, j'étais à plus qu'à Rennes. Enfin, Ok, c'est le plus gros contrat que j'ai Ta eu. carrière. ok. Ouais, c'était le plus gros contrat de ma carrière et à mon avis, c'est ce qui a un petit peu fait que je signe là-bas. Oui, Ouais, t'es en N2, t'as un c'est contrat sûr. comme ça, c'est logique de. Hum. Ouais, bah oui, surtout quand. Après, N2, franchement, Toulon, c'est le plus gros budget de N2, je Ouais. crois, comparé avec Fleury ou un truc comme ça. Donc, c'était déjà pas mal. Mais c'est vrai que là-bas, s'ils savaient qu'il pour ramener des joueurs d'Europe, c'était bah, déjà ramener les Alex et tout, ils avaient presque leur salaire de dernière année en première ligue, quoi. Ah oui. Mais si je me trompe pas, le propriétaire du club, il fait partie de la famille du président, enfin c'est ça, je sais pas si c'est une. Exactement, ouais, c'est le beau-fils au président. Sa femme, c'est la fille au président. Hmm. Donc, du coup, il vit à Djibouti. Il a une entreprise de jet privé. Donc, c'est quelqu'un qui est milliardaire déjà de base. Et, euh, et entre guillemets, pour s'intégrer au pays, etc., parce que le président, c'est un Ivoirien. Et du coup, il est avec sa femme djiboutienne, qui est la fille du président. Et pour s'intégrer au pays, etc., il a dit, je vais mettre un peu de sous dans le pays et je vais faire un club, parce que tout le monde aime le foot là-bas. Et c'est de là où c'est parti son projet. Du coup, lors de ton épopée djiboutienne, je crois que c'est la première année, tu as eu l'occasion de jouer les qualifs pour la Ligue des champions africaine.
donc une double confrontation contre les Soudanais d'Almérique. Je dois sûrement mal le prononcer. Comment Non, tu... si, ça va. Non, c'est bon? Ouais, ça va. Comment tu vis le fait de jouer pour la première fois une compétition continentale? Et puis raconte-nous un petit peu comment ça se passe, cette double confrontation. Bah, déjà, c'était ce qui était compliqué. Ce qui a été le plus compliqué, c'est que le championnat djiboutien, il a que 10 équipes. Il a que 10 équipes en prenant en compte la chaleur. Ça veut dire que tu joues pas, tu commences le championnat en octobre, tu le finis, allez, en fin février, mars. Là encore, ils arrivent à un petit peu à le faire tenir sur plus long, mais moi, quand j'étais là, c'était ça. Et donc, du coup, les phases de qualification de la Ligue des Champions, c'est en septembre. Donc, du coup, tu commences la compétition sans aucun match officiel dans les jambes. Donc, ça, c'était compliqué. On a fait un stage en Tanzanie de 1 mois, parce que du coup, tout août, tu peux pas rester dans le pays parce qu'il fait trop chaud. Et dans les 50, 53, c'est invivable. Donc, on va en Tanzanie pendant 1 mois, un stage. Et on joue les équipes de là-bas, mais ça reste des matchs amicaux, ça veut dire qu'on fait tourner. Même moi, je jouais que 45, après je jouais 60, après je jouais 90. Et bam, d'un coup, c'est la Ligue des Champions. Sachant que Almeric, c'est une grosse équipe de là-bas. Je la connaissais pas, mais après j'ai connu. C'est une grosse équipe de là-bas qui ont l'habitude de jouer soit la Ligue des Champions, soit la CAF, l'équivalent de la Ligue Europa là-bas. Donc c'est vrai que on perd 1-0 à l'aller. Juste, on prend un but contre son camp en plus. Non, on perd 2-1, pardon. On perd 2-1. Et au retour, ils ont mis le bus, ils ont fermé, on fait 0-0. Donc, du coup, on se qualifie pas. Mais du coup, ils étaient plus rodés que nous parce que leur championnat avait commencé. Ils avaient une dizaine de matchs championnat dans les jambes, on n'en avait aucun. Et on avait une nouvelle équipe, même si on avait des gros joueurs, entre guillemets, qui faisaient peur de par leur nom, Salomon, Alex et tout, voilà. Mais c'est vrai qu'on était encore une équipe en rodage, alors qu'eux, ils étaient déjà rodés. À mon avis, c'est le petit détail qui nous a manqué parce que en termes de talent, on était meilleurs, quoi. Mais eux, franchement, le match retour, c'était un match à t'énerver, il n'y avait rien. Ils mettaient le bus, 10e minute de jeu, ils dégageaient des gens en touche. Ils- Des pointus en touche. Bon, tu te dis, mais c'est faux, c'est pas possible, ça fait 10 minutes qu'on joue. Mais ils étaient rodés, ils sont qualifiés grâce à ça. Mais du coup, c'est comment là-bas au Soudan niveau ambiance et tout, même terrain? Bah, en fait, on n'a même pas été au Soudan, dis-toi, parce qu'il y avait la guerre. Ah oui, bah oui. Ouais. Il y Ah avait la oui. guerre, donc du coup, on a joué en Éthiopie. Hmm. Mais comme c'est un gros club, ils ont réussi à quand même ramener des supporters. Beaucoup de supporters ont fait le déplacement. Et un beau stade, un gros stade. Mais l'ambiance, c'était pas comme si on jouait là-bas, parce que là-bas, en Afrique, c'est pas l'Europe, c'est 100 000 à chaque fois. Si tu vas à Lali en Égypte ou Espérance Tunis, etc., c'est des 100 000 ou même WAC Casablanca ou Raja Casablanca, c'est vraiment des 100 000 personnes. Donc l'ambiance, on n'a même pas pu la faire, on était dégoûtés. Mais parce que là-bas, il y avait la guerre. Mais sinon, ça va, c'est peut-être 10 000, 15 000 personnes, je pense. Je crois que d'ailleurs en ce moment, les équipes soudanaises, elles cherchent un championnat de repli à cause de la guerre. Ça parle de Tanzanie, je crois, si je me Mm, trompe mm. pas. Donc ouais, le Ouais, foot, je crois que j'ai entendu un truc comme ça ça aussi. devient un peu compliqué. Et Mm. sinon, pour parler de Djibouti, le foot, il se développe bien là-bas. Il leur reste encore. Il leur reste encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, il n'y a qu'un seul terrain pour toutes les équipes. Donc, les pauvres, nous, on était entre guillemets les stars du championnat. Donc, on avait le créneau de 18h, 19h, mais il y en a, ils ont le créneau de midi, 14h. Donc, va courir sur. Après, ils ont l'habitude de leur truc, mais va courir quand même sous 50 degrés, soleil plein, sur un synthétique qui te brûle les chevilles. Voilà, laisse tomber. Sur les tacles. Donc, c'est vrai qu'il leur manque encore un petit peu, mais sinon, après, on n'a vraiment pas été là-bas pour le championnat, parce que le championnat, on est censé le gagner assez facilement. C'était vraiment pour la Ligue des Champions et la Coupe arabe. Et bah d'ailleurs, en parlant du synthétique, toi en tant que goal, vu que tu plonges, est-ce que tu jouais en manche courte? Je jouais, franchement, on dirait un motard. Vraiment, on dirait un motard. Après, en match, je prenais le risque. Je Hmm. mettais.
Et entraînement tous les jours, j'avais combinaison, j'ai essayé les protections de gardien, ça marchait pas. Donc à un moment, quand je suis rentré en France, j'ai craqué, j'ai mis les combinaisons de motard, là, comme si quand tu tombes de la moto, là, et ça marchait bien, je te jure. Tu devais Donc je avoir jouais chaud, avec 3 kilos. Hum. tu devais avoir chaud quand même avec les températures. Bah, je brûlais, mais c'était soit ça, soit j'étais cabossé. Donc Ouais. je préférais Le choix je est préférais avoir chaud. Mais sinon, tu dois rester longtemps à Djibouti? Je me vois rester longtemps à Djibouti? Ouais. Ouais. Franchement, non. Je pense que je vais essayer de retrouver un projet en Europe pour l'année prochaine. Je pense que j'ai fait, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, l'expérience que j'avais à apprendre. Franchement, j'ai kiffé, hein. Franchement, c'était une bonne expérience. Je m'y attendais pas de tout, surtout aller en Afrique. J'avais vraiment des doutes, mais c'était kiffant parce que, déjà humainement, parce que Djibouti, c'est un pays c'est soit rouge, soit noir. C'est-à-dire qu'il y a le coin des, même pas millionnaires, mais je dirais même plus multimillionnaires. Et il y a le coin vraiment, des gens qui sont très, 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 très pauvres. C'est-à-dire que des enfants de 5 6 ans, ils te demandent même pas des sous, ils te demandent juste une bouteille d'eau, tu vois. Donc, humainement, franchement, ça m'a servi de fou. Ça m'a servi aussi pour ma carrière, ben, comme tu l'as vu, qui n'a pas été toute belle. Donc, du coup, ça m'a fait remettre la tête sur les épaules et me dire qu'il y a pire Relativiser, ouais. que ce soit moi ou ma femme. Donc, franchement, c'était une expérience vraiment de fou. Ça m'a aussi permis de savoir qu'en Afrique, le football, c'est une religion pire qu'en Europe. Je pensais pas. Moi, je pensais que la Ligue des Champions, c'était qu'en Europe. Même quand j'entends les gens dire qu'en Amérique du Sud, la Copa América, je sais que c'est un truc de fou, mais c'est toujours la mentalité que l'euro, c'est mieux, quoi. Parce qu'il y a Cristiano, parce que c'est là. Mais en fait, c'est un truc de fou. Les supporters, ils sont 100 000. Ma voiture, ils reconnaissaient la plaque. Donc, ça veut dire même sur l'autoroute, je pouvais même pas sortir. Si je sortais, c'était vraiment pour un truc précis parce que je pouvais pas sortir. C'était vraiment une expérience folle. Franchement, j'ai kiffé à la fin. Au début, c'était dur. Avant d'y aller encore à Toulon, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là-bas, mais c'était vraiment une expérience de fou. Franchement, là, si on me propose par exemple un Wydad Casablanca ou Raja ou même Expérience Tunis, j'y vais les yeux fermés parce que je sais que c'est un truc de fou et la vie et financièrement et les matchs, c'est un truc de fou. Tu commences à avoir des clubs qui contactent pour l'année prochaine si jamais tu... Ouais, là, c'est la période, hein, mais après, c'est la période où tout le monde te contacte, mais il n'y a rien de concret. Déjà la semaine dernière, mais entre les clubs qui ne savent pas s'ils vont monter, s'ils vont descendre, donc, du coup, ils sont obligés d'attendre la fin du championnat. Les autres clubs qui ont des gardiens sous contrat et qui ne les veulent plus, mais il faut d'abord rompre le contrat avant Les d'en gardiens choisir un vieillissants. autre. Hmm. Les gardiens sur la fin. Voilà, ou les gardiens sur la fin encore. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment la période où tout te contacte, mais rien encore de concret, quoi. Bon, du coup, pour conclure cette interview, on va te laisser faire un petit bilan de ta carrière en te posant quelques questions. Donc, Mhm. la première, donc, en dehors bien sûr de ce choix-là que tu as fait de rejoindre l'OM, parce que du coup, on en a déjà beaucoup parlé. Tu as Mhm. d'autres regrets par rapport à ta carrière, des choix que tu as fait ou attitude, voilà. Ouais, après une carrière, je dirais, tu as des regrets. C'est comme dans la vie, hein, tu peux toujours faire mieux. Donc, des regrets, t'en auras tout le temps. Mais après, les plus gros regrets que j'ai, ouais, c'est l'OM et peut-être avoir été plus sérieux au PSG, même si l'expérience en Angleterre m'a beaucoup servi aussi. Donc, je suis même très content d'être en Angleterre. Mais des regrets, non. Euh, de l'apprentissage, oui. Apprendre de ce qui s'est passé, oui. Que ce soit dans le foot après ou ailleurs dans la vie. En général, c'est quand on tombe qu'on apprend, quoi. Si Ok. j'étais jamais tombé et que j'avais eu toute la carrière parfaite, bah, ça se trouve, ça aurait été pire. Est-ce que les changements de club
ont eu un impact sur ta vie privée? Ouais. Ouais, les changements de club ont eu un impact sur ma vie privée par rapport bah, surtout à ma femme qui travaille, enfin qui travaillait du coup. Mais du coup, si à un moment t'es à Toulon, à un moment t'es à Djibouti, à un moment t'es à Rennes, à un moment t'es... Du coup, faut qu'elle arrête tout et qu'elle me suive, ou sinon qu'on reste loin l'un de l'autre. Elle a préféré arrêter tout et venir me suivre. Mais c'est vrai que c'était pas tous les jours facile. C'est dans quel club où tu t'es senti le mieux accueilli et le plus aimé? Le mieux accueilli et le plus aimé, ça va être Djibouti, je pense. Ça va être Djibouti. Ok. Mais le club où j'ai le plus progressé sportivement, où j'ai plus appris en termes de football et mon poste, c'est au Stade Rennais. Mm. Forcément. Mm. Euh, Quel a été le meilleur joueur avec qui tu as joué et le meilleur joueur contre qui tu as joué? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, après, il est encore un peu petit, donc Yann Guéot, on va pas encore dire son nom. Contre qui j'ai joué, déjà, c'est Paul Pogba, ça, de loin. Et avec qui j'ai joué le meilleur joueur? Ah, il y en a eu tellement. Franchement, il y en a eu tellement, j'arrive même pas à en citer un, hein. Parce que techniquement, entre qui trois pas, Steven Nzonzi, c'était du costaud. Tu peux faire une équipe de five, hein. L'équipe de Ouais, tu prends ouais, puis trois quelques pas, questions. Steven Nzonzi, Mtek, après, il y a Ousmane, même s'il n'était pas avec nous souvent. Ousmane, c'était vraiment quelque chose. Franchement, j'en ai plusieurs. J'arrive pas à en choisir un. Euh, Quel est le meilleur coach que tu as côtoyé au cours de ta carrière? Coach des gardiens, c'est Christophe Revel Mm. et Michael Bouli, les deux. Franchement, les deux, ils étaient vraiment bons. Et le coach, en tant que coach principal, je dirais Sam Allardyce. Ah oui. Mhm. C'était à Blackburn? Ouais, Ok. Sam Allardyce, parce que c'était un coach qui sortait jamais à l'entraînement, et les adjoints faisaient tout. Et tu as l'impression que limite, il voyait rien et qu'il faisait rien, et que limite, tu te dis pourquoi il est coach, il a juste le diplôme en fait. Mais quand il t'attrape dans son bureau, tu te rends compte qu'il voit tout, qu'il sait tout, et que même sans être sur le terrain, il t'apprend tout avec deux, trois vidéos. Et tu te dis, ah ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, en parlant d'entraîneur des gardiens, je crois que c'est Nicolas Douchet, je ne suis pas sûr, qui disait que le poste et le statut de deuxième gardien, c'était le statut et le poste le plus compliqué du foot. Toi, t'es d'accord ou pas? Ouais, ouais, franchement, je suis d'accord. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on m'a dit que garder la même mentalité et cette même adrénaline, parce qu'un gardien qui joue, c'est la plupart, mais si je prends mon cas, un gardien qui joue, arrivé le lundi, il est dans son match, le mardi, il est dans son match, le mercredi, il commence les vidéos Y Scout pour regarder les attaquants adverses, le jeudi aussi, il commence à regarder les coups de pied arrêtés, enfin, c'est mon cas. C'est-à-dire que les corners, s'ils sont rentrants, s'ils sont sortants, où je dois me placer, les pénaltys, ses préférences sur les pénaltys, sur les coups francs, s'il tire côté fermé ou côté mur. Ça, c'est des choses qui se préparent la semaine pour un gardien de but. Mais faire ça, sachant que la semaine, et sachant que le week-end, tu joues pas, c'est faut être fort quand même, hein. Vraiment être prêt à jouer au cas où. Et encore ça, tu peux le faire une semaine ou deux, mais faire ça tout au long de la saison, te préparer à un match, sachant que tu vas pas jouer et qu'en général, un gardien, pour qu'il se blesse, c'est quand même assez rare. Faut être costaud. Franchement, faut être costaud. Donc, le plus souvent, tu fais quoi? Tu fais tes entraînements, tu essaies d'être bon à l'entraînement, mais c'est tout. Et si t'es amené à jouer pour une blessure ou un rouge ou peu importe, et que tu prends un but, tu sais que ce but-là, si tu avais regardé la vidéo et que tu t'étais préparé comme si tu jouais, tu l'aurais pas pris. Le plus souvent, à part si c'est une reprise de volée en pleine lucarne, Tom d'araignée, bah, félicitations à lui, tu vois, mais le plus souvent, les joueurs, ils ont tous leur même automatisme. On prend tous l'exemple de Thierry Henry. Souvent, il rentre, il enroule, quoi. Et que ce soit les pénaltys ou autres, c'est compliqué, numéro 2. Et du coup, la toute dernière question.
est-ce que c'est primordial pour toi de bien choisir ses agents pour faire une grande carrière? Primordial, oui. Je dirais même pas que ses agents, je dirais son entourage. Je dirais vraiment tout son entourage, c'est-à-dire que agents, amis, même de temps en temps des membres de ta famille, des fois des cousins, des cousines, des neveux, nièces qui peuvent aussi te pourrir ta carrière. Donc je dirais même pas que agent, je dirais tout ton entourage, il est primordial, vraiment primordial pour un joueur de foot. Ben justement, à ce propos, il me semble que tu t'étais confié à Malik 2, si je dis pas de bêtises, et tu avais dit justement que tu avais réduit ton entourage à un moment donné de ta vie. Tu as eu une sorte de déclic? Ouais, ouais, bah parce que quand tu passes du statut de jeune à professionnel et tu commences à passer à la télé et que tu es quelqu'un qui aime bien, je sais pas, faire la fête ou peu importe, à ce moment-là, si ton entourage est pas bon, tu n'arriveras pas à juste, par exemple, aller faire la fête après une victoire, par exemple. Tu vas tomber sur ton entourage qui veut faire la fête après une victoire et après un entraînement et avant un entraînement. Et au final, tu te retrouves dans un cercle où tu as fait la fête tout le temps et tu oublies que tu es footballeur, quoi. Donc oui, je l'ai vécu, je l'ai connu. Et après, à un moment donné, il fallait dire stop. Ok. Fallait dire stop. Donc du coup, je restais isolé et je me mettais dans ma bulle la semaine et le week-end, s'il fallait aller boire un coup avec des amis, je le faisais, mais pas comme avant. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.